Mais évidemment, un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça a coulé de source. Et puis surtout, Spa a toujours fait partie de ma vie. C'était cette eau qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Une des façons pour nos parents de nous dire « je t'aime », de prendre soin de nous. Comme si, en nous servant un verre d'eau Spa, ils nous murmuraient « on vous donne le meilleur parce qu'on vous aime et qu'on veut vous protéger ». Alors évidemment, c'est cette eau-là que je donne à mon fils depuis qu'il est en âge de boire de l'eau. Et vous savez quoi ? Cette bouteille bleue iconique me rassure. J'adore la voir trôner fièrement dans notre maison, un peu comme une Madeleine de Proust, symbole de souvenirs doux et rassurants. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment ? Celui qui a tout changé. Celui où votre bébé est né, où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi parce qu'eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leurs sources de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'instinct de protection, je vous invite à consulter le site internet de Spa sur spa.be. Je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Aujourd'hui, nous allons notamment parler des nouveaux pères. Vous savez, ceux qu'on décrit comme présents, attentionnés, capables de conjuguer tendresse, câlin, jeu, le soin et la charge du quotidien. Ceux qui se disent partenaires à part entière, qui partagent la charge des enfants et qui aspirent à un vrai 50-50 dans le couple. Mais derrière cette belle image, qu'en est-il vraiment ? Parce que si on en croit les statistiques, oui, les pères sont évidemment plus présents qu'avant, c'est vrai. Mais le fameux partage égalitaire, lui, est encore loin d'être une réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Cet épisode est né de mon envie de questionner la parentalité, la maternité et cette charge immense qui pèse sur nos épaules. Mais pourquoi est-ce si lourd ? Et puis, il y a eu cette magnifique rencontre lors d'une soirée avec Marine Konéen, qui a coécrit avec Myriam Chateau le livre « Être un père féministe, mission impossible ». Ce livre est disponible à partir du 22 octobre prochain. Dès notre échange, j'ai su que je devais faire un épisode avec elle. Je vous reparlerai évidemment de la sortie de ce livre sur mes réseaux et je vous dirai comment vous le procurer parce que sincèrement, c'est un ouvrage qui mérite d'être lu. Dans cet épisode, on questionne cette figure du nouveau père. Est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce qu'il s'agit d'une vraie révolution ou plutôt d'une jolie image qu'on se raconte ? Et surtout, qu'est-ce qui bloque encore dans ce chemin vers une parentalité plus égalitaire ? On va parler de charge mentale, bien évidemment, des rôles genrés, de ces petits décalages qui font qu'au quotidien, beaucoup de femmes continuent d'anticiper, de gérer, d'organiser, pendant que les hommes, eux, se disent impliqués. On va aussi parler de ces pères qui veulent changer les choses, qui se questionnent et qui s'informent de ce que ça veut dire de vouloir être un père féministe aujourd'hui. Alors, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, parce qu'on y parle sociologie, mais aussi d'émotions, de vécu, d'expériences, et je crois que, comme moi, vous allez en apprendre beaucoup, et peut-être même vous reconnaître, que vous soyez un homme, une femme, ou simplement quelqu'un qui s'intéresse à ce que c'est d'être parent aujourd'hui. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Marine. Salut. Je suis vraiment ravie de t'avoir au micro de Planète Daron aujourd'hui. C'est un épisode important et est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qui partage ta vie ? Alors, je m'appelle du coup Marine Konéen. Je suis postdoctorante en sociologie à l'UCL, donc juste à côté de nos studios. Ouais.
Je mène donc une enquête sur les hommes qui deviennent pères pour la première fois en Belgique. D'accord. Ce qui m'a amenée en Belgique vu que je suis française. Et donc, c'est un espace, en tout cas la sociologie, qui prend l'espace, disons, dans ce que je fais au quotidien et qui m'anime au-delà même des murs de l'université, vu que, quand on est féministe, ça déborde. Et donc, aujourd'hui, je partage ma vie avec un homme qui a un petit garçon de 8 ans. Okay. Donc, je découvre un peu ce que c'est la belle maternité. Je me confronte à du concret. Ouais. Après avoir interviewé des pères, je vis assez quotidiennement avec un père. Est-ce que ça te donne envie de aussi étudier, faire des recherches sur la belle maternité ? Pas vraiment. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui m'intéressent, qui sont plus sur comment se construit la paternité ou la parentalité au fil des années. Et je pense qu'il y a assez peu de choses en fait sur, par exemple, qu'est-ce que ça signifie d'être un père d'une adolescente qui vient d'avoir ses règles, qui tombe amoureuse ou qui a d'autres questionnements. Ça, il y a assez peu de choses. Et c'est plutôt sur ces thématiques que j'aimerais aller si je continue cette voie de sociologue. Et donc, tu es sociologue spécialiste de la famille et notamment du milieu carcéral. Ça, je l'ai lu. Qu'est-ce qui te passionne tellement dans ce sujet ? Surtout que tu n'es pas... Enfin, maintenant, tu es belle maman, mais tu as commencé ces recherches, ces études, avant même d'être confrontée à la parentalité. Qu'est-ce qui t'a tellement animée ? Alors, quand j'ai commencé la sociologie, j'aimais beaucoup les sujets qui étaient un peu sur les questions de déviance. Okay. Donc, par exemple, les questions de sexualité ou des personnes plutôt marginalisées. Donc, je m'intéressais aux sans-domicile, aux personnes incarcérées. Et donc, j'ai un peu commencé à chercher sur ces sujets-là. Et je pense que j'avais vraiment, comme beaucoup de sociologues qui travaillent sur la prison, un début de fascination, de savoir comment ça se passe. On est assez peu nombreux et nombreuses à pouvoir rentrer dans ce milieu-là. Et donc, je me suis un peu obstinée. J'ai obtenu un stage en milieu carcéral. Et je n'avais pas forcément d'idée claire de ce que je cherchais. Je savais que je voulais travailler sur les questions d'intimité. Okay. Et donc, je suis rentrée en prison d'hommes via un service de psychiatrie. Et en fait, très rapidement, pendant les consultations, je me rendais compte que les hommes, on ne les interrogeait pas du tout sur leur famille, très peu sur des questions d'intime, alors que je pense que ça détermine la manière de se vivre en détention. Et en regardant à côté la littérature, par exemple, sur les femmes en prison, toute cette question de la maternité, elle était omniprésente. Donc, on s'intéressait aux femmes en prison qu'à partir de ce prisme-là. Et quand j'ai commencé à dire, mais alors, les hommes qui sont pères, tout de suite, on me disait, ah non, mais si c'était des bons pères, ils ne seraient pas en prison. Il y avait une négation de cette possibilité d'être autre chose qu'un prisonnier ou un détenu. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut être féministe, parce que je pense que dans l'opinion publique ou dans la majorité des pensées, être féministe, c'est s'intéresser uniquement aux femmes. Mais là, tu es une preuve vivante qu'on est féministe, mais on peut aussi s'intéresser aux hommes et à leur place dans la société et dans la parentalité. Moi, je pense que, et je ne suis pas la seule en tant que féministe, c'est qu'on vit en relation avec d'autres personnes, et notamment des hommes, parce qu'on est dans un système qui est quand même majoritairement hétérosexuel. Et puis même si on n'est pas hétéro, on relationne avec son père, avec son frère, avec des amis qui sont hommes. Et je pense qu'en tant que femme, si on veut que le système change, en fait, on ne peut pas y arriver toute seule. Tout à fait. Et donc moi, il y a vraiment cette idée d'une volonté de changer et d'accompagner aussi les hommes sur ces questions-là. C'est ça. D'éduquer, déconstruire, de faire évoluer justement ce système. Totalement. Je pense que ça ne peut pas venir que de nous et de notre colère. Non. Notre colère. Voilà. Non, mais qu'à un moment, il faut qu'ils soient alliés avec nous et qu'ils prennent part à ce changement. Et puis, on en parlera certainement après, mais en fait, lutter contre les discriminations, contre les oppressions, c'est aussi penser que les hommes sont malheureux dans ce système qui les empêche de bien relationner, d'être dans des couples où ils sont en lien avec leur compagne, capables de prendre soin d'elles, et en lien avec leurs enfants, et capables de donner du temps à ces enfants. Donc je pense que c'est aussi important qu'ils comprennent, les hommes, qu'on a besoin d'eux dans ce système-là, et que ça peut leur apporter aussi des choses. À fond. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'être féministe ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être féministe ? Alors pour moi, c'est avant tout une volonté de se battre contre l'oppression des femmes. Ouais. Donc c'est vraiment
une idée qu'on est en mouvement, qu'on est dans un engagement qui est collectif et public pour faire cesser ces oppressions. Et puis moi, c'est aussi cette idée qu'il y a une solidarité sans faille qui doit se faire entre femmes pour lutter contre les oppressions, entre co-opprimés, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc de solidarité entre femmes victimes de violences, entre mères, non-mères, lesbiennes, hétéras, entre françaises, belges. Il y a ce truc de être féministe, c'est être ensemble, et créer une communauté. Et puis, ça repose sur différentes valeurs qui sont la liberté, les égalités femmes-hommes, sur la liberté d'être une femme, mais aussi la liberté d'être un homme et d'être un homme dans un espace beaucoup plus apaisé. Et puis, pour moi, je te parle de colère, mais parce que, pour moi, être féministe, c'est aussi être révoltée contre certaines injustices, notamment envers les femmes, mais c'est être révoltée contre un système patriarcal qui enferme aussi les hommes dans cet espace-là. Non, mais du coup, ça veut aussi dire qu'on n'est pas contre les hommes. Ici, donc, on est en colère contre un système patriarcal, mais ce que tu veux et ce qu'on est en tant que féministe, c'est de justement allier les hommes à cette cause, en fait, pour justement faire évoluer le système. C'est pas être contre les hommes, on est d'accord là-dessus? Non, oui, on est totalement d'accord. Après, évidemment, c'est pas toujours facile de ne pas faire émerger sa colère contre son conjoint, contre son père, parce qu'ils ont des propos qui sont pas OK. Mais l'idée, c'est effectivement pas d'être contre les hommes, c'est totalement contre-productif, quoi. Parce que du coup, ce que j'ai trouvé très chouette dans l'ouvrage que tu as écrit avec Myriam Chateau, c'est que tu as rendu accessible justement toute cette question du féminisme dans la parentalité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui n'osent peut-être pas s'autoproclamer féministes parce qu'elles n'ont peut-être pas les outils, peut-être pas les connaissances. Du coup, l'objectif de ce livre, c'était ça aussi, c'était de pouvoir donner des outils, des armes aux femmes à justement s'allier en collectif pour pouvoir en discuter, en fait, dans une bête soirée, comme on a fait quand on s'est rencontrés. Tu vois, c'était aussi animé parce qu'il y avait plein d'hommes autour de nous. On a mis quelques questions sur la table, de juste pouvoir se questionner, se remettre en question, s'intéresser, en fait, finalement, à ce qui se passe dans le monde. Et puis, c'est surtout qu'on se rend compte que dans nos modes de vie qui sont parfois très individualistes, où on a beaucoup de travail, un nombre de tâches hyper importantes à faire, c'est pas toujours facile de trouver de la place pour du collectif. Ouais. Et il y a un truc quand même un peu cathartique, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ces expériences. C'est ça. Et donc ce livre, c'était aussi, alors je pense qu'on est de plus en plus à même à réfléchir à ces questions-là, mais c'est aussi en mettant beaucoup d'extraits d'entretien, en essayant d'être hyper accessible, c'est que certaines femmes, mais aussi des hommes, se disent « Ah, mais je suis pas seule à vivre ça. » Et en fait, je peux le comprendre. C'est pas juste moi qui suis en train de devenir folle. C'est pas moi qui suis en train de faire des crises. Ouais. Mais en fait, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large où on est toutes confrontées à ces questions d'inégalité dans notre couple, dans le travail. Et c'est donner un peu les outils pour le penser, quoi. À fond. Parce que ce que j'ai souvent aussi, et moi personnellement, je pense que j'ai toujours été, sauf que je ne mettais pas de mots dessus sur être féministe, mais j'ai vraiment ressenti cette colère quand je suis devenue mère. Quand je suis devenue mère, j'étais vraiment de la colère qui... Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais je suis complètement dingue. Et puis subitement, j'en veux à mon mari parce qu'il part travailler et que je suis toute seule avec ce bébé. Et en fait, du coup, tu culpabilises. Tu te dis, mais quel genre de femme, quel genre de mère je suis ? Et donc, c'est en m'intéressant, en lisant des ouvrages, en parlant avec d'autres femmes, et je me suis rendu compte, OK, je ne suis pas seule, c'est un collectif. Et Planète Daron est née aussi de ce constat où je me suis dit, il va falloir en parler à un moment donné. Donc, je suis encore une fois, je me répète, mais hyper ravie de faire cet épisode avec toi parce qu'on va pouvoir lever le voile sur tout ce qui se trame finalement dans la parentalité et les inégalités entre hommes-femmes, père et mère. Mais avant ça, je voudrais quand même encore en revenir à toi. Je voulais te demander si toi, tu as été confrontée, parce que quand même très important de dire, que tu es ou as été ou es toujours, je ne sais pas très bien comment le dire, athlète de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en parler quelques minutes et nous dire si tu as été, toi, confrontée à des inégalités ou à des comportements sexistes pendant cette carrière? Donc oui, effectivement, une bonne partie de ma vie a été, on va dire, ponctuée par le fait d'avoir été athlète de haut niveau. Donc j'ai commencé à 14 ans à faire de l'athlétisme. Et de mes 17 ans jusqu'à mes 27 ans, j'étais athlète de haut niveau. Donc tu faisais que ça? Non.
je faisais une thèse aussi et en mes même temps. études. Ouais, c'était très compliqué. Donc, une athlète de haut niveau qui n'a pas pu faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, mais qui a fait certaines sélections, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Jeux de la francophonie. Donc, parce que j'essayais de maintenir à la fois des études longues en sociologie et puis cette passion-là. Et effectivement, c'est difficile de ne pas être confronté à des formes de sexisme dans ces espaces-là. J'ai eu de la chance d'avoir quand même des entraîneurs qui n'étaient pas, par exemple, focalisés sur mon poids. Mais je sais que, par exemple, j'ai eu quand même des réflexions parce que je faisais de la marche athlétique, c'est-à-dire je faisais du 20 km. Donc, c'est un sport d'endurance qui demande un peu un équilibre entre le poids et la puissance. Donc, il y a un peu cette idée que plus on est légère, plus on va vite. Okay. Et effectivement, à plusieurs reprises, on m'a demandé de faire des régimes, de me dire que j'avais des cuisses qui étaient trop grosses. Donc ça, c'est déjà une forme de sexisme et d'emprise, en tout cas, sur mon corps. Tu réagissais comment ? Parce que tu étais déjà dans ton chemin vers le féminisme, vers à déconstruire en fait tout ce qui se passe dans la société. Est-ce que tu étais déjà en colère à ce moment-là ? Oui, je pense, j'ai pas forcément, et je pense qu'il y a eu, je me rappelle de cet épisode, il y a eu de la sidération, je pense que j'ai pas réagi sur le coup devant cette personne, mais voilà, derrière, j'ai été extrêmement indignée, j'en ai parlé avec des copines, j'en ai parlé avec mes coachs, on savait que c'était un peu un taré aussi, ce mec qui m'avait dit ça, donc oui, c'était quelque chose que j'ai pas mal discuté. Et je pense que j'ai eu la chance de combiner ces deux aspects de ma vie en même temps qui se sont mutuellement enrichis. Et je pense qu'ils m'ont protégée à plein d'endroits. Par exemple, je m'entraînais dans un groupe exclusivement masculin. Okay. J'étais la seule fille et j'étais la meilleure en termes de performance. Et si, par exemple, il y avait des jours de moins bien, où j'étais pas très en forme, où tu as tes règles et en fait, on prend jamais en compte le fait que tu es indisposée quand tu t'entraînes, je sais que j'ai eu des remarques genre « Ah, les filles, c'est vraiment chiant à l'entraînement. Oh là là, c'est des petites chochottes. » Alors que je m'entraînais 6 fois par semaine. Donc, des petits rappels à l'ordre sur qu'est-ce qu'on projette sur les filles. Ça, je l'ai eu. Et après, j'ai eu d'autres difficultés avec le sélectionneur de l'équipe de France où j'étais trop énervée. Oui, effectivement, cette question du féministe arrivait sans cesse, où je ne supportais pas l'injustice, je ne supportais pas les traitements misogynes, je ne laissais rien passer, quoi. Est-ce que ça t'a desservi peut-être Ouais, ça m'a desservi. Ouais, il y a une sélection en équipe de France, je pense que clairement, elle m'est passée sous le nez parce que... T'étais trop... Ouais, j'étais trop... trop énervée. Trop énervée. Parce que tu leur répondais, en fait. Oui, je leur répondais. J'étais un peu le petit mouton noir qui voulait pas... Pas docile, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, j'avais fait le choix de pas pleinement m'engager dans le haut niveau. Donc, je savais que... Voilà, les enjeux, pour moi, étaient plus ou moins raisonnés, quoi. C'est ça. Voilà. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu penses des hommes qui se disent féministes aujourd'hui ? Alors, déjà, je pense pas que ça aille de soi. Des mecs qui se disent féministes. Enfin, vraiment, j'en rencontre pas si souvent qui s'annoncent comme tels. J'ai plutôt des euphémismes qui vont être je suis sensible aux idées féministes. J'ai plutôt ça. Ouais. Tu crois que c'est parce qu'ils osent pas ? Alors, je pense que notre société valorise pas encore totalement le fait de se dire féministe. Après, il y a des espaces, si on est dans plutôt des militants de gauche, là, ça devient valorisable de le dire. Qu'ils ont quand même intériorisé que s'ils disaient ça, il fallait quand même qu'ils soient un peu irréprochables. Mais je pense qu'il n'y a pas encore une vraie légitimité à se définir comme ça. Après, ceux qui se disent sensibles à ces idées-là, j'ai du mal à dire qu'ils sont purement féministes parce que je vois souvent un décalage entre la parole et les actes. Ouais. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, c'est on peut se dire qu'il faut bien passer d'abord par la conscientisation, mais après, quand ça passe pas par des pratiques concrètes, voilà, il y a cette étape-là qui manque pour beaucoup d'hommes, je trouve. Mais ils essayent. Est-ce qu'ils ont aussi tous les outils ? Est-ce qu'on est au tout début de justement cette révolution ? Est-ce qu'on doit, nous, femmes, en fait, les nourrir, les expliquer ? Parce que moi, j'en côtoie aussi des hommes qui se... Par contre, moi, je crois que j'ai déjà entendu des hommes dire « je suis féministe ». Mais c'est après la discussion que j'ai eue avec toi quand je t'ai rencontrée où j'ai tout remis en question. Où je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, tu ne sais pas tellement ce que c'est d'être féministe, tout ce que ça engage. En lisant ton ouvrage, je me suis dit, waouh, il y a encore tellement de travail, il y a encore tellement de choses à faire. Et à la fois, j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les hommes parce que je me demande s'ils savent, s'ils se rendent compte, en fait, de tous les enjeux.
Moi aussi, j'ai de l'empathie, mais en même temps, je suis parfois extrêmement énervée par exemple, dès qu'ils se disent féministes, dès qu'ils ont lu 2-3 ouvrages féministes, dont Mona Chollet, Oui. en fait, ils vont commencer à t'apprendre la vie, quoi. Ouais. Et t'es là, genre, Non. Coco, ça fait des années que je lis sur cette question-là. Et tu vois, moi, pour moi, un mec féministe, déjà, c'est quelqu'un qui va pas se braquer dès que tu vas être contre lui, qui va être en capacité de se taire, d'écouter, d'accepter la critique, et d'assumer une part de sa responsabilité aussi dans ce qui se passe ou dans sa capacité à alléger aussi le travail des femmes. Et ça, tu vois, cette capacité à le faire, moi, je trouve qu'elle manque. Et là, tu disais, est-ce que c'est à nous aussi d'être dans la pédagogie ? Je crois qu'on n'a pas le choix, hein, mais en même temps, quand tu vois que ce sont des féministes qui produisent des hommes pro-féministes et c'est des femmes qui sont souvent épuisées. C'est ça. Ouais. Et puis, moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un risque il y a un risque à vraiment identifier chez les hommes qui se disent féministes. Parce que, encore une fois, se dire féministe, ça conduit à nouveau à des formes de paternalisme. Ça peut conduire à des sentiments un peu de supériorité sur d'autres hommes, par exemple, qui ne se disent pas féministes. Et puis, de s'auto-flageller, de dire « Ah, voilà, j'ai compris ce que c'est d'être féministe, c'est dur, mais je ne suis pas comme tous les hommes. » Donc, voilà... faut faire attention à cette étiquette qui peut être vendeuse. Et moi, je préfère les hommes qui ne se disent pas féministes et qui agissent derrière. Quoi. Tu disais allier des femmes ? Ouais, allier des femmes. Il faut juste continuer à s'informer, continuer à oser dire les choses, toujours avec bienveillance, évidemment, mais pas toujours. Pas toujours ? Non, moi, je pense que la colère, la frustration, tout ça, encore une fois... ça crée du lien. Ça peut confronter la personne à dire ok, pourquoi ça la met dans un tel état, quoi. Mais tu vois, moi j'ai du mal avec ça pour l'instant parce qu'on me répète sans arrêt que je suis folle. On me dit que je suis dingue. Oui, mais Axel, elle est folle. Oui, mais Axel, elle est folle. Axel, elle est en colère. Oui, mais c'est des principes de délégitimation faciles. Hein. Merci. Voilà, on peut passer à la question suivante. Et donc, pourquoi est-ce que ce sujet, finalement, fait-il tant réagir le féminisme, le patriarcat, la paternité ? Et pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'écrire justement un livre entier ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'est vraiment ce que je te disais, le décalage entre les paroles et les actes. Et du coup, ça t'a réveillé quand tu étais dans le milieu carcéral où tu t'es dit ces pères sont invisibilisés et j'ai envie de faire des recherches et de les visibiliser, ou c'était autre chose ? Oui, alors pour les hommes du milieu, de la prison, c'est sûr que moi, ce que je voulais, c'était rendre compte déjà de la pluralité des formes de paternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des paternités qui sont problématiques. Et puis, c'est surtout montrer comment c'est un système qui rend aussi les pères défaillants, qui ne permet pas à ce qu'ils se comportent bien, quoi. Je veux dire, quand on stigmatise une partie de la population, quand on considère qu'ils sont aptes à rien, en fait, on leur donne aussi toutes les billes pour aller vers des masculinités dominantes, dominer des personnes qui sont en capacité de dominer de par leur posture. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, juste leur faire intégrer qu'ils n'ont pas leur place et qu'ils seront de toute manière défaillants, quoi. Et puis, du coup, de laisser des mères gérer toutes seules des enfants. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, donc là, il y a un côté plutôt donner un peu de crédit aussi à ces paternités ou comprendre pourquoi ils sont parfois de mauvais pères d'une certaine manière. Et de l'autre côté, quand on s'intéresse aux pères de classe moyenne supérieure, on est confronté à des discours très beaux où l'idéal de l'égalité femmes-hommes est devenu la norme. C'est ce qu'on a envie de raconter, que ce truc de 50-50, on le met en avant. Et qu'en fait, quand tu creuses un petit peu... Voilà, les actions concrètes, elles sont quand même plus que limitées. Et donc, c'était l'idée de rendre compte des limites aussi à l'engagement des pères. Dans ce livre, c'est pas juste taper sur les pères, c'est pas juste individuellement en quoi ils sont claqués. Non, mais c'est montrer les conditions qui font qu'ils sont moins investis à plein d'endroits d'un point de vue structurel, c'est-à-dire au niveau des institutions, au niveau de la sphère professionnelle. Et après, dans un niveau plus individuel, montrer comment eux aussi mettent en place des mécanismes de résistance. Mais c'était avoir différents niveaux pour pas faire porter toute la culpabilité sur les hommes en tant que tels. C'est ça. Parce que quel est l'objectif final de ce livre ? L'objectif final, c'était déjà pas de produire de nouvelles injonctions à la parentalité, à la paternité, mais c'était
de montrer comment on est dans une société qui ne favorise pas l'émergence d'une paternité féministe. C'est ça. Parce qu'il y a toujours de l'inégalité d'emploi, parce que c'est toujours les femmes qui continuent d'aménager leur temps de travail, parce qu'on a des socialisations dès l'enfance qui nous mettent dans des rôles très genrés. Et donc, c'était essayer de montrer en fait toutes ces strates-là pour comprendre comment on en arrive là aujourd'hui. Donc, dans le livre, tu parles des nouveaux pères. Et j'ai vraiment envie de t'interroger sur... est-ce que c'est une mise en scène, ces nouveaux pères, donc ces pères engagés, ces pères qui se disent féministes, ces pères qui se disent « nous, c'est 50-50 dans le couple ». Est-ce que c'est une transformation structurelle et où est-ce qu'on peut observer principalement, je trouvais ça très intéressant, cette émergence des nouveaux pères? Alors déjà, effectivement, on peut parler d'une mise en scène du fait que c'est un terme qu'on utilise depuis les années 80. C'est ça. Donc chaque année, quasiment, ou tous les 5 ans, on va à nouveau avoir des articles, notamment dans les médias, de « Oh, l'arrivée des nouveaux pères ». Et là, on voyait encore avec Myriam Chateau, en 2020, de nouveaux articles. « Ah, voilà, l'arrivée de ces nouveaux pères va soulager les mères. Ouais. » Et donc, on se dit, comment on peut parler encore de nouveaux pères alors que ça a 40 ans, ouais. Donc ça n'a pas de sens. Et puis, quand on regarde statistiquement, si tu veux, là, j'ai juste un chiffre. Vas-y. Entre 85 et 2010, donc ils sont un peu datés, mais le temps parental des hommes est passé de 22 minutes à 41 minutes par jour en moyenne. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une explosion de l'engagement des pères Donc, tu disais 22 minutes à 41 minutes par jour. Ouais. Punaise. Sachant que pour les femmes, donc, c'est passé de 82 minutes à 95 minutes par jour. Donc, on voit bien qu'en 25 ans, là, cette participation des hommes a très peu évolué. Et puis, voilà, c'est en plus, on va le voir par la suite, c'est un terme qui permet surtout de dresser des frontières entre les bons et les mauvais pères. C'est ça, parce que du coup, les nouveaux pères, donc c'est vraiment ce qu'on disait, c'est ces pères qui s'impliquent subitement plus que d'autres hommes, en fait, finalement. C'est ça. Et qui, en tout cas, présentent les choses comme si toutes les tâches étaient à 50-50, partagées. C'est ça, un nouveau père. Oui, ou en tout cas, il y a une forme de complémentarité tellement forte avec la mère que même s'ils ne font pas les mêmes tâches, ils en arrivent au même nombre de temps. Oui, c'est ça. Enfin, la même proportion de temps. Mais est-ce que ça, c'est des chiffres... Enfin, est-ce que c'est scientifique? Non, c'est toujours pas scientifique. Les mères sont toujours, aujourd'hui, même si elles sont en couple avec un nouveau père, comme on dit, les femmes en font toujours plus. Elles en font toujours plus. OK. Et ça, toutes les statistiques le montrent. OK. Et où est-ce qu'on peut observer principalement ces nouveaux pères? Alors, en fait, c'est rare les hommes qui se définissent comme des nouveaux pères. Ils vont plutôt utiliser des termes comme des hommes engagés, des hommes présents, impliqués. Alors, parfois, ils vont parler d'être sensibles. Mais c'est plutôt un terme qu'on trouve en fait dans les médias. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on peut parler de mise en scène, comme tu dis. Ça n'a aucune réalité concrète, quoi. Mais sur les réseaux sociaux, il y a aussi tout un truc maintenant autour... Enfin, il y a des comptes maintenant de papa, il y a des ateliers pour devenir papa. Il y a vraiment un peu, est-ce que on peut dire propagande, tu penses, autour de la paternité, de ces nouveaux pères? Alors, moi, je n'ai pas utilisé le terme de propagande, mais plutôt le terme de capitalisation. Pour bien montrer que donc capital, c'est créer de l'argent ou créer du bénéfice à partir de quelque chose. Et c'est vraiment cette idée-là que, en fait, les hommes prolongent un peu leur manière d'être dans le monde du travail et utilisent la paternité de la même manière qu'ils sont dans le monde du travail, leurs compétences, les transfèrent pour se rendre visibles. Et d'avoir finalement le droit à la parole et d'être sur la place. Mais il y a une vraie volonté peut-être aussi de ces hommes de vraiment vouloir faire bouger les choses. Tu vois, j'ai l'impression aussi peut-être qu'ils sont tellement convaincus eux-mêmes que ce sont des nouveaux pères, qu'ils sont engagés. Ça, je le pense. Je pense qu'il y a vraiment des hommes engagés. Il y a vraiment des hommes qui ont envie d'en faire autant, mais qui n'ont peut-être pas, encore une fois, tous les outils, qui ne savent pas très bien comment faire. Tu vois, comment est-ce qu'on peut différencier un homme engagé et une mise en scène, tu vois? Est-ce qu'on peut les différencier? Est-ce que... Donc, on va un peu plus vite que ce que tu avais prévu, mais c'est très bien. C'est surtout quand on voit la différence entre ce que font les mères militantes féministes, je parle. Je ne dis pas les mères sur les réseaux sociaux. Okay.
Et ces hommes qui se disent engagés, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que c'est des hommes qui pensent de manière individuelle. Ok. C'est-à-dire qu'ils se présentent, mais qu'à travers leur propre histoire, et souvent d'un point de vue ultra positif. Ok. Quand on regarde ces comptes, c'est plutôt des manières de se mettre en valeur, où parfois tu as la photo de l'enfant, mais tu as l'impression que l'enfant, c'est plus un faire-valoir qu'il a une existence concrète. Et en fait, c'est là où c'est problématique, c'est qu'ils dépolitisent souvent toutes les questions féministes, où en fait, ils mettent surtout en avant leurs petites difficultés du quotidien pour se présenter comme des héros qui arrivent à surmonter ça. Et ils ne montrent pas comment en fait, c'est un système qui rend la parentalité complexe. Et surtout qu'en fait, y a déjà des féministes qui ont largement réfléchi à ces difficultés, à ces inégalités. Et voilà, ils oublient un petit peu de le remettre dans un truc beaucoup plus large et de le politiser à travers les concepts de charge mentale, de burn-out, même de réfléchir au burn-out maternel. Et c'est ça qui me pose problème, quoi. Ok. Mais est-ce que tu peux nous dresser un portrait robot de ce nouveau père ? Alors, bon, c'est pas facile, mais disons que c'est un homme qui prend part davantage au travail parental, qui s'investit de manière plus forte et qui souvent se dit comme faisant la même chose que la mère. Voilà, encore une fois, je vais remettre de la nuance. Voilà, c'est des hommes qui sont dans des paternités conditionnelles, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme engagés, comme des nouveaux pères. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même toujours cette idée qu'ils n'ont pas besoin de faire les mêmes tâches de la même manière et qu'ils peuvent choisir d'exécuter les tâches qu'ils veulent, quoi. Donc, il y a toujours cette tension entre se dire hyper impliqué dans la paternité et puis cette stagnation dans les pratiques où ça reste quand même les femmes qui en font le plus. Et là, il y a deux chercheuses, une chercheuse qui s'appelle Michèle Ferrand, qui, dans les années 80, a très bien montré le paradoxe de ces nouveaux pères. C'est, par exemple, ces hommes qui disent « Ah, j'adore, je donne le biberon à mon enfant ». Donc, on peut se dire « Ouais, c'est cool, ça fait longtemps. » Avant, dans les générations passées, nos grands-parents, ils donnaient rarement le biberon à leur enfant. Mais quand elle interroge ses pères, elle dit « Ok, mais c'est quoi les doses de lait à mettre dans le biberon ?» Et qui lave le biberon après, c'est pas eux. Ouais. Donc en fait, on voit bien que c'est un engagement, mais qui est un peu superficiel, quoi. Et qui est, comme je disais, conditionnel, qui peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ouais, je vois très bien. Je vois très, très bien. Est-ce que ces pères sont justement plus valorisés et est-ce que c'est aussi une figure qui est réservée à une classe sociale particulière avec dans les CSP+, particulièrement pour les personnes cisgenres? Alors, encore une fois, c'est plutôt les hommes qui ont cet espace pour se dire engagés, qui sont visibles, c'est plutôt effectivement des hommes blancs de classe moyenne supérieure, qui sont dans des couples hétéros, qui ont des horaires normales, c'est-à-dire... oui, un 9-17, voilà, c'est classique. Ça, et qui sont dans un couple où la compagne travaille ou non. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt ces hommes-là qui ont l'espace pour se raconter. Et c'est eux qui sont présentés dans les médias. Ouais, donc, c'est plutôt cette image-là qu'on a d'eux. Est-ce qu'on impose aussi, c'est plutôt une question, est-ce qu'on n'impose pas une nouvelle norme de performance paternelle aujourd'hui en 2025 ? Alors c'est vrai que cette question, elle m'a mis un peu en difficulté au départ. Je me suis dit comment je vais y répondre. Mais je me suis dit quand même, on n'est pas du tout au point d'imposer aux pères une norme paternelle comme c'est le cas pour les mères, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment aux hommes de choisir comment ils ont envie d'être, comment ils ont envie de se comporter. Il ne s'agit pas vraiment de dire oh, les pauvres pères, ils vont devoir faire autant que les femmes, ils vont devoir faire des efforts. Personne ne fait ça. Ou alors, je vis dans un autre monde. Mais voilà, il y a vraiment... Il faut faire la part des choses entre ce qui révèle de la performance, donc de faire bien. Et on voit bien qu'il y a une intensification parentale où on demande à de super parents, des parents experts. Mais il y a aussi, je trouve, tu vois, cette nécessité à se rendre compte qu'il y a quand même une responsabilité à s'occuper d'un enfant. Ouais. Et ça devrait être ça, la normalité. C'est pas la performance, c'est une normalité à atteindre. Et moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas avec ces hommes, et la manière dont on conçoit la société par le capitalisme, on donne assez peu de valeur à toutes ces tâches qu'on doit faire. Ouais.
Et là, C'est valorisé en tant que mère, mais pas en tant que père. Et du coup, les pères sont un peu des backups en fait des mères. C'est seulement totalement. si la mère n'est, je sais pas, elle doit aller travailler ou elle peut pas, alors c'est le père qui prend le relais. C'est ça, c'est un soutien. Mais l'idée, c'est que justement, donc on n'est pas sur la performance, mais on est juste. L'idée, c'est que les hommes en fassent tout autant et ne soient plus des backups des femmes en fait. Et c'est aussi en fait concevoir peut-être les tâches parentales et domestiques d'une autre manière. C'est ça. Parce que pourquoi c'est si peu dévalorisé ? Dévalorisé, c'est parce qu'on donne peu de crédit à ces tâches. Mais si aujourd'hui, alors évidemment c'est difficile, on a tellement de choses à faire, on doit tout concilier, qu'on a l'impression que c'est des tâches supplémentaires qui sont ingrates. Mais si déjà on arrivait à concilier ces tâches comme ce qu'a dit Daniel Kergoat, qui sont des reproductions du vivre, en gros ça permet de soutenir le fait de vivre ensemble ou de survivre, et l'idée que, si les hommes d'un coup se rendent compte que ces tâches, en fait, c'est aussi ça qui leur permet de créer du lien avec leurs enfants. C'est pas juste de jouer avec. Voilà. Et si c'est ça la performance, j'ai vraiment envie, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a tout un truc à envisager, de reconsidérer ça, en tout cas les tâches qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on peut parler de modèles paternels différenciés selon les classes sociales ? Parce qu'on n'est pas le même père, ou on n'est pas perçu de la même manière en fonction de la classe sociale de laquelle tu es issu. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les pères investis, ce sont des hommes de classe moyenne supérieure, parce qu'ils partagent plus ou moins les tâches parentales en alternance, qu'ils ont une perspective égalitaire, et voilà. Et puis ils peuvent s'engager parce qu'ils ont aussi des ressources économiques, sociales, culturelles, qui rendent ce partage un peu plus possible, en tout cas. Plus accessible, en tout cas. Accessible. Donc, il y a vraiment cette idée, effectivement, que d'un côté, on a les pères investis de classe moyenne supérieure, et de l'autre côté, on aurait des pères traditionnels, qui seraient plutôt des hommes ouvriers, agriculteurs, artisans, plutôt de classe populaire ou des petites classes moyennes. Et donc, des groupes qui valoriseraient la répartition genrée du travail domestique et parental. Et moi, je pense que ça reste quand même assez problématique de faire une telle division, aussi rigide entre les classes, parce que on voit bien que certains pères de classe populaire, notamment quand ils ont des horaires atypiques, ils peuvent compenser l'absence de la mère. Ils peuvent être plus investis. De la même manière qu'on peut voir des pères qui sont notamment des cadres dans la fonction publique très très haut, qui sont quasiment pas là et qui ont de l'argent, donc ils peuvent payer des biens à leurs enfants, mais finalement, est-ce qu'ils sont investis ? Je ne pense pas. Donc il y a vraiment ce truc, cette idée du nouveau père qui va en fait totalement effacer ces inégalités de ressources et créer des frontières entre des classes sociales. Et stigmatiser aussi toute une partie de la population. Totalement. Ouais, c'est fou ça. Mais ça m'a... Mais tu vois, c'est des choses qu'en fait tu sais, mais qu'en lisant ton ouvrage, je me disais... Mais meuf, mais en fait, tout ça, il faut interroger. Et ça, et même les statistiques montrent qu'effectivement, les hommes de classe populaire, c'est ceux qui passent le plus de temps seuls avec leurs enfants. Mais ce qu'on disait, c'est qu'eux, ils n'ont pas les ressources pour faire valoir leur paternité. Ils ne sont pas visibles. Et s'afficher. Et puis même, je pense que... Ils ne le feront pas naturellement. Ils le feront pas naturellement, ouais. C'est ça. Et pourquoi certaines paternités sont perçues comme plus légitimes que d'autres ? Donc, il y a des paternités dominantes, il y a les nouveaux pères, il y a les mauvais pères, il y a les pères démissionnaires. Alors, en fonction des classes sociales, il y a certaines formes de paternité, d'autres qui sont certaines qui sont plus valorisées, d'autres qui sont extrêmement mal vues, mal perçues. C'est qu'on est quand même dans une société où il y a une norme dominante de la bonne paternité qui est celle d'être présent. Et il faut en tout cas être un minimum présent, c'est important. Si possible, prendre soin de ses enfants, être en capacité de relationner avec eux. Mais donc ça veut dire jouer, changer un pampers, en vrai. Ouais, on peut dire que c'est ça, mais en tout cas, il y a une attente, il y a une norme dominante de ce que c'est la bonne paternité et qu'on n'associe pas aux hommes de classe populaire, aux hommes racisés. Et ça, par exemple, je le voyais très fort quand j'étais en détention, en prison. En fait, alors on ne les considérait pas comme des pères, mais on en considérait encore moins qu'ils pouvaient être des bons pères parce qu'ils ne correspondaient pas à cette norme d'être au moins présent au quotidien et d'être un bon pourvoyeur. Donc, il y a vraiment cette idée, à partir de ça, en fait, on évacue une partie des hommes et on montre bien qu'il y a comme une frontière rigide qui se dresse entre certains hommes.
Et alors que ce qu'on disait, voilà, il y a des hommes de classe populaire qui ont une vision très moderne de la paternité, qui savent se renouveler dans leur manière d'être, mais que ce n'est pas uniquement relié à des questions de classe sociale. Enfin, il y a beaucoup plus d'autres choses qui rentrent en compte, quoi. Mais voilà, c'est une manière... en tout cas, c'est ce qu'on voulait montrer dans le livre, c'est vraiment qu'il faut dépasser toutes ces catégories figées de mauvais pères, de pères violents, de pères indisponibles, parce que déjà, on peut y mettre plein de choses. Et par exemple, un père indisponible, si c'est un père indisponible qui est de classe populaire parce qu'il travaille de nuit, c'est pas pareil qu'un homme qui travaille, qui part toute la semaine et qui est pilote de ligne, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et donc, nous, on voulait montrer que ces catégories, elles sont vides, mais surtout, elles sont très discriminantes pour certains pères. Et que nous, on voulait aussi montrer qu'il ne fallait pas considérer, par exemple, les hommes de classe populaire comme des paternités amoindries, mais plutôt voilà, qu'il y a d'autres choses et que, par exemple, ceux qui se définissent comme des nouveaux pères, en tout cas, il y a plein de choses à prendre en compte pour comprendre ce qui définit l'investissement de ces hommes ou pas, quoi. Et que ce n'est pas juste d'être un blanc de classe moyenne qui permet de se définir comme un bon père, quoi. Et donc, un mauvais père, qu'est-ce que ce serait si tu devais définir un mauvais père, ou en tout cas, comment on voit la société Quand on pense à un mauvais père, est-ce que tu peux décrire un portrait robot ? Nous, on a identifié 3 types de mauvais pères. C'est le père indisponible, donc ce que je te disais, celui qui n'est jamais là, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Et plutôt celui qui est le père gagne-pain, donc qui n'a que comme rôle de gagner de l'argent. Mais encore une fois, voilà, je te disais, il y a des hommes qui sont indisponibles, absents, qui restent des bons pères et qui restent très valorisés. Après, on a parlé des pères démissionnaires. Donc, c'est ceux qui fuient leurs responsabilités, qui ne s'occupent pas non plus des enfants et qu'on associe très souvent également aux classes populaires. Et puis après, il y a le père violent. Donc, évidemment, celui qui commet des violences dans le cadre familial. C'est ça. Ok. Est-ce que tu penses que la revalorisation des pères modestes est possible sans, justement, les enfermer dans des rôles sacrificiels ? Je pense que oui. Après, c'est difficile quand on a des conditions de possibilité qui sont hyper restreintes, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de vivre qui sont vraiment limitées. Là, on parle de ressources plutôt financières. Mais aussi temporelles. C'est ça. Enfin, je veux dire, des hommes qui... Des agriculteurs, par exemple. Ouais, par exemple. Ou effectivement, des hommes qui travaillent à l'usine, qui ont des horaires totalement décalés, qui ne sont pas du tout raccord avec les horaires de leurs enfants. Et qui gagnent des salaires qui sont extrêmement faibles, ça semble compliqué en fait de leur donner plus de moyens pour être présents, pour offrir d'autres possibilités, d'autres modèles. Et évidemment, être un père pourvoyeur, c'est au moins un statut qu'ils arrivent à assumer parce qu'ils ils le font. Mais... Donc, encore une fois, c'est dans quel monde on a envie de vivre. Et dans un monde capitaliste où il y a des dominants et des dominés, c'est pas possible. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui donne des ressources, qui met à disposition des ressources à la famille. Donc, ça peut être financier. Principalement, c'est ça. Après, ça peut être donc aussi pourvoyeur de soins. Et là, on parle plutôt des femmes. Des femmes, oui, c'est ça. Je voulais parler un petit peu du désengagement paternel, parce que c'est aussi un sujet qui me tient très fort à cœur. Et j'ai 2 questions principales sur ce thème. Est-ce que le retrait paternel est-il toujours un choix, ou est-ce que c'est le résultat de contraintes sociales, psychologiques et matérielles ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, le désengagement paternel, je ne pense pas qu'on peut le considérer comme un choix. Non. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire avec Myriam, c'est d'explorer aussi les histoires de vie de ces personnes, de comprendre qu'il y a tout un contexte conjugal, mais aussi des expériences de parentalité, ou même la propre histoire familiale qu'on a pu avoir, ou encore la situation professionnelle qui va conduire à des formes de désengagement. Et moi, ce que j'ai pu voir, notamment quand je travaillais sur la prison, c'est que souvent, le désengagement, il arrivait avant même la séparation, avant même l'arrivée en détention, parce qu'il y avait plein de contraintes qui s'exerçaient sur ces hommes et qu'on est encore une fois dans une société qui met en place un ordre du genre, c'est-à-dire qu'en gros, on considère que ça reste les femmes qui sont les dépositaires des enfants, qui s'en occupent le plus. Et il y a plein de formes de déresponsabilisation des hommes qui se mettent en place. Donc, ça commence par la contraception, par exemple.
Donc, c'est pas à eux de prendre en charge tout le travail contraceptif. Donc déjà, ils se déresponsabilisent de l'arrivée ou non d'enfants, désirés ou pas. Ouais. Donc évidemment, ça conduit à des formes de désengagement. Si on veut pas un enfant, c'est dur de créer du lien avec lui. Ouais. Et puis, encore une fois, il y a peu de contraintes qu'on exerce sur les hommes à s'engager dans leur rôle parental. Donc, on a quand même des normes qui font qu'il existe toujours cette idée que c'est les femmes qui sont les plus importantes. Et c'est le cas, d'une certaine manière. C'est elles qui assument plus les tâches. Donc, en fait, si les hommes disparaissent, on considère qu'elles seront là, quoi. Elles seront là en backup, quoi, d'une certaine manière. Et du coup, c'est ce que les hommes, justement, n'ont pas peut-être cette colère et cette révolte collective que nous, mères, on a, à travers le féminisme. Comment est-ce qu'on appellerait le féminisme du côté... ça existe ? Ouais, le masculinisme. Mais non, parce que du coup, je m'interroge, mais je me dis... Alors, tu vois, il y a plein de choses qui sont mises... C'est systémique, c'est la société patriarcale qui fait que nous, femmes, on est au front. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne prennent pas plus cette place d'être au front ? Parce qu'après, ils sont là, on est victime du désengagement, ou on est victime, nous, pères, du féminisme. Mais pourquoi eux, ils pourraient aussi inverser la vapeur ? Ils pourraient aussi, ou alors ils ont juste... Enfin, c'est pas clair ce que je dis, hein. Mais ce que je veux dire ici, c'est que... donc, tu as ces hommes, tu as remarqué ici en milieu carcéral que le désengagement se fait peut-être bien avant la séparation, parce que tout repose sur les mères. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne prennent pas instinctivement cette place ou leur place ? Parce qu'il y a plein d'institutions, par exemple, qui vont les déresponsabiliser. Si on regarde, par exemple, le moment de la grossesse, en fait, tout est fait pendant la grossesse, la prise en charge de la grossesse, pour que toutes les informations soient données à la mère. On est dans des espaces qui sont même connotés très féminins. Et à plein de moments, moi, je me rappelle d'hommes qui me racontent comment ils sont là, ils ont envie d'être là à ces rendez-vous, et on leur pose pas de questions. On leur demande pas comment ils vont. Ils posent une question, parfois, on les traite de débiles. Donc, en fait, déjà, ils intériorisent que c'est des sous-parents qui sont pas à l'égal des mères. Et moi, vraiment, des hommes qui, pour moi, sont hyper engagés, vraiment, véritablement, ou qui ont des démarches féministes, il y a une vraie souffrance d'être mis à côté. Et donc, j'imagine bien que si en plus on n'a pas de ressources, là, ça, c'est des hommes qui ont plutôt des ressources, donc qui vont réussir à se mobiliser. Mais si on a moins de ressources et qu'on vous rappelle tout le temps que vous n'avez pas votre place, que c'est pas important que vous soyez là, et qu'en plus, si jamais vous n'êtes pas assez bon en tant que pourvoyeur, vous n'avez pas assez d'argent, vous ressemblez pas à la bonne figure de paternité, de toute manière, on vous considère... Voilà. Donc, en fait, ils apprennent très progressivement qu'ils ont une sous-place, quoi. C'est ça. Okay. Mais après, moi, pour répondre encore un peu à ta question, s'ils étaient en colère, plutôt que de se regrouper en tant que mec, en tant qu'homme contre les femmes, parce que c'est pas les femmes le problème, c'est le système dans lequel ils sont. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est le système, en fait. C'est pas les femmes, c'est le système. Mais alors, ils pourraient aussi, en fait, du coup, s'allier à notre cause pour vraiment changer tout au niveau systémique et vraiment, en fait, politiser avec nous la question de la paternité. Il y en a qui le font. Il y a quand même des groupes de parentalité féministe qui existent. Mais voilà, la question de la famille, ça reste un sujet de femmes, malheureusement. Et même moi, en tant que sociologue, on me considère comme une sociologue des femmes, une sociologue des sous-sujets en sociologie en s'intéressant à la famille. Et ce qui est marrant, c'est que la paternité, cette question-là de recherche, il n'y a quasiment pas d'hommes qui s'y intéressent. Oui, parce que tu viens de dire sous-sujet. Oui. Donc même en sociologie, c'est considéré comme un sous-sujet. Ouais. Et il n'y a que des femmes qui travaillent sur la paternité, les paternités. On devrait dire, ils sont où les hommes ? C'est leur question, non ? Et tu as déjà réussi à interroger des collègues sociologues, pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à la paternité ? Non ? Non, mais après, il y a aussi des enjeux de poste. Quels sont les sujets qui donnent des postes à l'université ? Et la question de la sociologie de la famille, c'est marrant. Ça intéresse le public, on va dire, le monde civil, mais très peu dans le monde sociologique, quoi. Ah ouais. Et donc, est-ce que les mères ont la possibilité de se désengager ? Pas vraiment. Pas du tout, même, je dirais. En fait, déjà, statistiquement, les mères qui abandonnent leurs enfants ou qui arrêtent de s'occuper de leurs enfants, c'est très, très rare. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a vraiment des politiques publiques qui sont faites pour rattraper systématiquement les mères.
Et donc, je donne un exemple très concret. Par exemple, en prison, on pourrait se dire, c'est des mauvaises mères, on pourrait s'en départir. Oui. Bon, je ne suis pas d'accord, mais voilà. Et en fait, on voit bien comment on préfère une mauvaise mère que pas de mère du tout. C'est ça. Donc, on va tout faire pour qu'elle intériorise le bon rôle maternel. Et toute la prise en charge des femmes va être sur cette question-là. Ah oui. Donc, elles ne peuvent pas abandonner. C'est hyper compliqué parce qu'elles vont être tellement stigmatisées. Et par exemple, avoir un logement ou accéder à des droits dépend aussi de leur manière de se mettre en récit en tant que mère. C'est ça. Et est-ce que les hommes, justement, un homme seul avec des enfants, même si c'est rare, parce que quand tu es femme isolée avec des enfants, tu rentres dans les priorités pour avoir accès à un logement social, par exemple. Oui. Est-ce qu'un homme seul avec des enfants aurait une priorité ? Bon, alors déjà, statistiquement, c'est assez rare des hommes qui sont seuls avec des enfants, mais effectivement, ils ont moins de possibilités d'accéder à ce type de logement. Et c'est pour ça que souvent, les hommes que je rencontrais, ils attendaient d'avoir leur propre logement pour après faire venir leurs enfants. Ouais. Et ce que tu disais, du coup, c'est qu'en prison, donc une femme qui va en prison, donc une femme mère qui est emprisonnée, incarcérée, son incarcération, on va quand même faire en sorte qu'elle ait un lien avec ses enfants et qu'en fait, elle ne puisse pas abandonner ses enfants, qu'un homme, père incarcéré, lui, par contre... on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Et il n'a pas forcément la possibilité de voir ou de créer du lien ou d'entretenir un lien avec ses enfants. Est-ce que lui peut demander des choses, vu que le système carcéral ne le fait pas? Est-ce que lui, de lui-même, s'il le demande, on lui donne accès? Moi, ce que je constatais, c'était qu'il y avait vraiment une suspicion d'instrumentaliser sa paternité pour obtenir des avantages. Ça. Donc, par exemple, là, je parle vraiment d'hommes qui étaient quand même assez engagés dans leur relation avec leurs enfants, qui, par exemple, demandaient des permissions de sortie ou des conditionnels parentales, c'est-à-dire tu sors un peu plus tôt parce que tu dois t'occuper d'un enfant. Déjà, il y a très peu de demandes qui sont posées, parce que en fait, les conseillers d'insertion ils leur proposent pas. Leur proposent pas, elle leur dit qu'il y a quasiment aucune chance qu'ils l'obtiennent. Ouais. Et quand ils les posent, il y a toujours des conditions qui font que si la mère arrive à s'occuper des enfants, elle n'a pas vraiment besoin du père. Ouais. Et puis voilà, ce que je constatais, c'était vraiment dès qu'il y avait cette demande, donc d'une permission de sortie, on ne donnait aucun crédit. Et il y avait, je me rappelle, une juge qui disait « Ah, moi j'arrive à croire au fait que les hommes se reconnectent avec Dieu en prison, mais j'arrive pas à croire au fait que d'un coup ils deviennent des pères aimants. » Donc tout de suite, c'était... Ouais, Est-ce que tu as rencontré des hommes qui se disaient souffrir du manque de leurs enfants? Oui, plein. Et ils disaient aussi, est-ce qu'ils partageaient leur peine de justement être invisibilisés ou qu'on ne les prenne pas en considération ou qu'on ne les croit simplement pas qu'ils veulent être pères et qu'ils veulent être des bons pères même? J'avais l'impression qu'ils n'arrivaient même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà avant ça, ils avaient intégré qu'en prison, on ne pouvait pas vraiment parler de ses émotions, ah oui, c'est ça. qu'on ne pouvait pas vraiment parler de sa tristesse. Et je me rappelle d'un cas d'un homme incarcéré qui me disait « Quand je quitte le parloir, alors que mes enfants ont pleuré parce que je partais, que j'étais triste, qu'on avait vécu un moment intense, il fallait que je me mette en mode prison. C'est-à-dire que vraiment, j'oublie que j'étais un père et que je me remette en mode prisonnier, quoi. » Donc, il y a aussi un truc où, en fait, l'espace carcéral te montre que tu ne peux pas te présenter en tant que tel. Donc, c'est des souffrances que tu gardes en toi. Et il y a vraiment ce décalage entre ce que tu dois donner à voir de ta masculinité, souvent une masculinité assez virile, et ce que tu gardes en toi et que tu gardes dans ton intimité. Ouais. Les mères les femmes qui vont être incarcérées ou qui sont jugées bénéficient d'un jugement moins lourd, moins pénible qu'un homme, par exemple. Tu vois, le même délit. Très bien ta question. Le même délit, est-ce que l'homme, du coup, père et mère, ont la même peine de prison? Alors, en général, il y a tout un système qui fait qu'elles vont moins être incarcérées, ou en tout cas, elles vont moins arriver à ce stade-là. Donc, il y a un système de protection des mères. Des mères, ouais. Mais la contrepartie, c'est qu'elles sont hyper contrôlées dans leur maternité. Ah oui. Où on attend d'elles qu'elles soient irréprochables, où elles vont devoir remplir un certain nombre de critères. Et en fait, elles vont être suivies pendant des années par des institutions, expertisées. Mais que ça, on ne fait pas pour les hommes. Ce qu'on ne fait pas pour les hommes. D'accord, du boulot. Oui, du coup, en fait, les mères ne peuvent pas... Enfin, pour répondre à cette question, les mères ne savent pas, ne peuvent pas se désengager. Ouais.
Et si vraiment une femme voudrait le faire, genre, elle Je doit pense partir que en le courant, regard, changer le regard d'identité. social est tellement Tellement fort. lourd. Non, mais ça arrive, mais je pense que vraiment le rappel à l'ordre est extrêmement dur, quoi. Mais je me rappelle justement, maintenant qu'on parle de ça, il y a une femme une jeune femme qui a eu un enfant assez jeune. Elle a abandonné ses enfants, elle a médiatisé l'histoire et cette histoire a vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a même TF1 qui s'est emparé du sujet où elle a essayé d'expliquer qu'effectivement, en fait, elle n'était pas prête et elle n'avait pas de lien avec son enfant. Elle n'arrivait pas de créer de lien. Elle l'a laissé... le laisser pleurer pendant des heures. Et elle a fini par l'abandonner. Elle l'a placé dans une famille d'accueil. Mais elle a été extrêmement stigmatisée. Quand je lisais sur les réseaux sociaux, j'étais là, waouh. Enfin, le jugement qu'on porte sur... mais en fait, on en parle. C'est même pas un sujet quand c'est un père qui abandonne ses enfants. C'est tellement banalisé, finalement. Alors, pour aller dans ce qu'on pourrait considérer d'extrême, mais ce que je pense pas d'extrême, c'est quand on regarde, par exemple, les cas de néonaticides. Donc, des femmes qui tuent leurs enfants dans les premiers jours. Il y a un très beau livre de Julie Ancien sur cette question-là, où elle montre bien qu'en fait, ces femmes, c'est pas des maternités extraordinaires. C'est-à-dire que c'est des femmes qui arrivent à un moment où, en fait, elles peuvent pas se départir de ce rôle. C'est ça. Qu'il y a eu tellement de contraintes. À la fois, elles n'ont pas pu gérer leur contraception parce qu'elles sont, par exemple, dans un désert médical, qu'elles vivent des situations d'emprise, de violence, qu'elles ont des conditions de vie économiques, sociales difficiles, qu'elles en arrivent où il n'y a plus qu'une seule solution possible, c'est de tuer l'enfant. Et en fait, cet exemple, il nous permet de voir comment, pour une mère, en fait, c'est extrêmement difficile de ne pas jouer ce rôle et quel est le poids qui repose sur les épaules des femmes, quoi. Waouh. Mais c'est vrai. Putain, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette manière-là. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Tu vois, mais c'est très rationnel. Ouais, c'est hyper rationnel. Oui. Est-ce qu'on interroge ces femmes Je t'invite à lire ce livre. Ok. Vraiment très accessible, très beau. Ok. Est-ce qu'on peut parler d'une paternité à la carte, où en fait les pères choisissent les tâches les plus valorisantes et laissent le reste aux mères et du coup se disent comme des pères engagés et un nouveau père, justement. Ouais, je trouve que ce terme de paternité à la carte, il représente très très bien ce qui se passe. Dans le sens où, effectivement, les hommes, ils ont quand même tendance à privilégier des activités qui sont très gratifiantes. Donc, par exemple, ce qu'on disait, les jeux, les moments affectifs, les sorties, les loisirs un peu sportifs, et qui vont éviter toutes ces tâches chronophages, techniques, pénibles, comme le bain, le change, les soins corporels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il n'y a aucune femme qui refuse de faire des tâches qu'elle n'aime pas. Alors que les hommes le font assez facilement. Ils vont déléguer ces tâches aux mères. Tout ce qu'ils apprécient pas, ils vont. Et nous, les femmes, on le fait sans rechigner, sans se poser la question. Mais je crois qu'on se pose quand même la question, mais je pense qu'on n'ose pas le verbaliser. Et c'est en lisant ton livre et en discutant avec toi que j'analyse moi-même des comportements que j'ai ou des pensées plutôt que j'ai, où parfois. Mon mari joue effectivement beaucoup plus avec notre fils que moi, mais parce que j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de consacrer tout le temps que lui passe avec notre fils. Mais en fait, moi, je suis en train de nettoyer, je suis en train de faire les lessives, je suis en train de faire à bouffer, je suis en train de travailler en fait aussi. Tu vois dans les extraits d'entretien que les hommes ils disent quand je rentre, je soulage ma compagne en prenant les enfants. Donc ils font des trucs chouettes, genre donner le bain, jouer. Pendant que la compagne, par exemple, range ou fait le repas. C'est ça. Donc, elle n'a pas les moments agréables. Non. Et en fait, juste pour te donner un chiffre, on voit que 2 mois après la naissance, plus de 2/3 des mères assurent la majorité des soins directs. Donc, tu te rends compte. Donc, c'est une tâche qui est quasiment exclusivement féminine, à savoir faire les repas, faire la toilette, faire les rendez-vous médicaux. Donc, on voit bien comment, en fait, les femmes, elles prennent en charge une grosse partie des tâches les plus ingrates et que les hommes peuvent assez facilement se départir de certaines et puis surtout faire des tâches qui ont lieu en soirée, le week-end et tout ce qui est pénible, ils les évitent. Et surtout, ils ont rarement la charge principale et exclusive d'une tâche, quoi. C'est toujours des trucs très mixtes qu'ils font. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement changer un peu ce système ? C'est vraiment juste... Il ne faut pas que ça soit individuel, il faut que ça soit collectif. Tu peux, toi, à ton petit niveau, avec ton mari, essayer de changer certaines choses, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau collectif ?
Je sais pas, faire la grève, on arrête de faire toutes les tâches. Non, franchement, ce que je te disais, c'est qu'on redonne de la valeur à ces tâches. C'est ça. C'est à partir du moment où tu considères que c'est des tâches qui permettent de soutenir le couple, la famille, que ça a de la valeur économique, mais aussi symbolique. Dès que... Oui, parce que c'est du travail non rémunéré. Ouais. Encore une fois, les femmes, on fait un travail... on fait deux emplois. On a 2 boulots, 2 temps plein. Mais ça, c'est pas valorisé. Mais parce que dans les discussions... Et encore une fois, moi, je suis assez privilégiée dans mon quotidien où on est blanc. Enfin, mon mari est quand même d'origine arabe. Mais je veux dire, on est assez privilégiés. Et c'est des questions qu'on aborde régulièrement quand je fais des crises. En fait, au bout d'un moment, quand j'en peux plus, je fais une crise. Et je lui dis, mais enfin, tu te rends pas compte de tout ce que je fais? Et je vois que le franc tombe, mais on est toujours dans le même mécanisme, en fait. On n'arrive pas à structurellement changer notre manière de fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment changer ça? Par exemple, dès la naissance, dès les enfants, tu vois, rien, par exemple, la socialisation au jouet. En fait, c'est plein de trucs. C'est par exemple, ne pas donner à tous les enfants filles des trucs où elles apprennent à prendre en charge, à faire les tâches domestiques. C'est après financer, par exemple, tous les boulots de care. Ouais. Si demain, toutes les femmes qui font assistantes, qui sont infirmières, péricultrices, en fait, il n'y a que des femmes qui sont dans ces milieux parce que ce n'est pas payé. Ouais. Mais à partir du moment où ce serait super bien payé, ou que ça a de la valeur pécuniaire, et là, on verrait des hommes, par exemple. C'est ça. Et en fait, c'est une question à la fois de socialisation. Donc, garçons et filles apprennent à faire ces tâches et on leur montre que ça a du sens, que c'est important, que ça crée du lien entre les gens. Qu'après, c'est valorisé aussi d'un point de vue professionnel de savoir faire ces tâches. C'est ça. C'est sûr que derrière, ton conjoint, il va prendre conscience. Et si, en plus, on lui dit « Ah, mais c'est trop bien que tu coupes les ongles, c'est trop bien. » Voilà, donc ça bougerait. Donc là, moi, c'est ça ma solution. Alors, ça peut sembler idéaliste, mais à partir du moment où on... Oui, c'est vraiment valoriser toutes ces tâches. Est-ce que nous, femmes, tu penses qu'on doit plus verbaliser tout ce qu'on fait au quotidien? Je ne suis pas hyper convaincue. Dans le sens, pour te donner un exemple concret, moi, dans mon couple d'avant, donc j'étais avec un homme qui était sensible aux questions féministes, j'ai listé toutes les tâches. Et je lui ai dit, OK, je vais faire un effort, je vais noter qui fait quoi sur toute la semaine. Bon, j'ai fait ça pendant 1 mois. Et bilan des courses, on voyait 2 tiers, 1 tiers quasiment. C'est ça. Et même si c'était visibilisé, même ça ne déclenchait pas un truc... Oh my God, comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça? Mais c'est pas nous individuellement. Non, c'est ça, c'est vraiment... Après, je pense qu'on peut passer par des techniques de discussion dans le couple de qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui est OK pour moi. Mais voilà, ça... Parce que tu vois, dans les entreprises, est-ce qu'il faudrait limite qu'il y ait des conférences justement sur ce livre, par exemple, sur ce sujet? Est-ce qu'il faudrait avoir des conférences pour sensibiliser les CEO? Parce que souvent, c'est des hommes, encore une fois, à justement valoriser ces tâches familiales, que ça soit OK pour un homme de partir plutôt du boulot à 16h pour aller chercher les enfants à la crèche, même s'il y a plein d'hommes qui le font aussi. Mais ils sont vus comme des super-héros. Moi, je me sens souvent, par exemple, comme une mauvaise mère, parce que je travaille beaucoup, que souvent, c'est mon mari, en fait, qui va chercher... En fait, à l'école, on ne me voit pas. On voit, si je dépose le matin, vite, comme ça, je le dépose, je pars en courant parce que je suis pressée. Mais c'est mon mari qui va le chercher. Souvent, c'est lui qui est avec les mères, tu vois, où il fait même des activités avec d'autres mères, etc. Mais parce qu'en fait, j'ai la chance est-ce que c'est une chance, finalement, qu'il me laisse m'épanouir dans mon boulot? Mais je me sens vraiment comme une mauvaise mère parce qu'on se dit, mais toi, tu t'occupes quand de ton enfant? Mais je m'en occupe tout le temps, en fait. Je fais 1 million de choses. Et à la maison... c'est moi qui fais le maximum, mais je me sens vraiment très souvent, très régulièrement. Et surtout, comme j'anime un podcast sur la parentalité, je me sens hyper fort stigmatisée, par exemple, parce que c'est souvent mon mari qui est là. J'ai déjà loupé des fêtes scolaires, par exemple, tu vois. Et pour une mère, louper une fête scolaire, mais quel genre de mère tu es? Ça serait mon mari, personne ne poserait la question. Et lui, parce qu'il est là, c'est un super-héros. Et c'est un super papa. Et mes beaux-parents aussi, c'est « Oh, mais Mehdi, il est incroyable.
incroyable, tout ce qu'il fait dans notre quotidien. Nos amis aussi, Mehdi est pris en exemple pour plein de choses. Et je trouve ça super parce que je trouve que du coup, il peut amorcer des discussions ou amorcer un exemple en fait supplémentaire dans notre entourage. Mais du coup, il y a toujours une contrepartie, mais on stigmatise Axel. Oui, mais tu vois, quand tu me demandais qu'est-ce que c'est un père féministe, pour moi, un père féministe, c'est un homme qui ne va pas prendre toutes ces gratifications. Mais lui, il le prend pas. Et qui va être capable de dire, voilà la réalité quand même. Mais je pense j'espère en tout cas qu'il le dit, je pense qu'il le dit. Mais par contre, il est tout le temps confronté. Lui est confronté à des remarques aussi, tu vois, de... Ah oui, mais toi, tu t'occupes tout le temps de ton enfant. Et même parfois, du coup, ça me questionne où je me dis, mais est-ce qu'il va être heureux comme ça, à s'occuper de notre enfant, de cette manière-là, à jouer avec lui? Je culpabilise tout le temps, en vrai. Je te jure, c'est quand même un délire, parce qu'on n'a pas d'autres exemples comme ça. Mais bon, en quoi l'organisation de la parentalité est-elle encore largement pensée, structurée, chronométrée, anticipée par les mères? Donc c'est un peu à un moment on en parlait du fait que les mères apprennent très très vite. Enfin, quand tu es une femme, tu apprends très très vite. Oui, mais on apprend très très vite parce qu'on est forcé à être avec notre enfant. Oui, mais je veux dire, il y a aussi plein d'institutions. Je te parlais par exemple de l'hôpital où on te montre que la grossesse, c'est un soin. Tu dois bien savoir manger, tu dois anticiper les achats pour l'arrivée de l'enfant, tu dois t'informer, tu dois lire des choses. Déjà, en fait, tu as plein de moments où tu apprends à chronométrer, à anticiper les rendez-vous, et ce qui est en plus assez fort, c'est, toi, tu parlais de ton boulot, de comment, dans ton travail, tu as aussi transféré toutes tes compétences professionnelles au service de la famille. Donc, en fait, juste, on fait des femmes des secrétaires de famille. Oui, c'est ça. Qui vont être capables de tout gérer parce qu'en plus, elles ont les clés, elles vont apprendre, elles sont forcées à le faire parce que si elles ne le font pas, il n'y a personne qui le fait. Ouais. Et puis, il y a aussi cette idée que les femmes sont naturellement douées pour faire les choses. Oui, c'est ça. Et là, je trouvais ça assez édifiant, par exemple, quand je travaillais sur les pilotes et les stewards hôtesses, de voir que, par exemple, dans des couples où ils font le même travail, donc une hôtesse et un steward, les mêmes, même salaire, tout était équivalent, c'était la femme qui faisait tous les plannings des deux, plus pour gérer les enfants, absences. Et moi, je disais, mais pourquoi pourquoi c'est elle qui gère tout? Ah, mais elle sait trop bien. Voilà, elle a appris. En plus, c'est ses parents qui gardent les enfants, donc c'est plus facile. Et puis moi, je suis un homme des bois. Voilà. Donc, il y a toutes ces formes de naturalisation. Elles sont plus douées. Après, on peut aussi renvoyer à des formes de biologisation. Donc, par exemple... Oui, mais c'est inné chez les femmes. J'avais tout ce truc de ces hommes qui n'anticipaient pas l'arrivée de l'enfant. Ouais. Et moi, j'étais genre, mais en fait... là, ta femme, elle est en train de stresser parce qu'il faut refaire les peintures, les travaux dans la chambre. Pourquoi tu la laisses dans ce stress-là? Et il me disait, oui, mais elle, c'est parce qu'elle le sent dans son corps, qu'il y a une urgence, ça bouge, donc elle a conscience. et donc, voilà. Donc il y avait ce truc de... Voilà, pourquoi elles sont là-dedans, les femmes? C'est parce que... il y a un peu cette idée que elles ont tout appris. En plus, c'est inné chez elles. En plus, c'est biologique. Et puis, pourquoi elles le font? Aussi parce que dans des logiques très concrètes, qui diminue son temps de travail quand il y a un enfant qui naît? Ce sont les femmes. Aujourd'hui, en 2023, il y a quand même une femme sur 4 qui diminue son temps de travail contre un homme sur 9. Ouais. C'est fou. Donc, et puis l'autre élément, c'est que en fait, la manière de percevoir les risques pour les enfants ou le soin des enfants, c'est que les femmes, elles sont dans des démarches préventives, c'est-à-dire elles vont anticiper. Donc, il faut bien faire à manger aux enfants pour qu'ils soient bien, pour qu'ils ne tombent pas malades. Qu'est-ce que font les hommes? Ils sont dans des logiques curatives, c'est-à-dire qu'ils font au moment où c'est déjà trop tard, quoi. Ouais. Donc, il y a aussi tout ce rapport au temps qui est ultra genré, où les hommes ont l'impression qu'ils peuvent être dans cette improvisation, mais parce que c'est leur compagne, en fait, qui anticipe derrière. Ouais. Et puis le dernier point, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, si elles ne le font pas, elles sont rappelées à l'ordre. Toi, quand tu n'es pas là au rendez-vous, au fête de famille, au truc, en fait, on va te rappeler que tu dois être là, tu dois gérer toute la famille. Mais au niveau de justement la masculinité, les violences, la coparentalité, pourquoi est-ce qu'on continue, et est-ce que c'est bien ou pas, de dissocier les violences conjugales et la capacité à être un bon père?
Il y a encore cette idée dominante qu'un homme violent envers sa partenaire peut rester un bon père. C'est une idée qui a largement été remise en question par les sociologues, mais par exemple dans les décisions de justice, c'est pas du tout encore efficient. Enfin, il y a vraiment, en fait, il y a les tribunaux qui veulent tellement maintenir cette idée d'égalité entre les hommes et les femmes, du droit de l'enfant à avoir ses 2 enfants, qu'il y a cette idée de maintenir à tout prix cette coparentalité. Ouais. Puis un autre élément qui est quand même assez fort, c'est qu'en fait, on n'accorde pas de confiance à la parole des femmes. Et des enfants non plus. Et des enfants. Alors là, les enfants, il y a la sous-estimation des violences qui sont dénoncées par les enfants. On leur donne pas de crédibilité. Mais effectivement, en tout cas, les femmes, on les taxe d'hystériques, on les taxe de personnes surprotectrices. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a des problèmes dans la famille, toutes les expertises, elles vont être faites chez les femmes et pas chez les hommes. Donc, il y a vraiment cette idée que, vu qu'il y a tout un imaginaire assez négatif des mères qui seraient trop fusionnelles, trop machin, trop... qu'on veut donner de la place à ces hommes. Oui, parce qu'en fait, à la base, ça part d'une bonne intention. Oui. Dis-moi si je me trompe, ça part d'une bonne intention de la part des juridictions, de vouloir maintenir un lien et une place, en fait, aux hommes dans leur parentalité, mais finalement, au détriment des femmes, surtout dans le cas des pères violents. C'est surtout méconnaître, en fait, l'impact de ces violences sur les enfants, c'est ça, qui sont souvent, en fait, témoins, et que, en fait, la violence, elle se prolonge, même quand il y a la séparation, par de l'emprise, par après des menaces de mort. Ouais. Et en fait, un homme qui est violent... Il est violent. J'ai pas envie de le définir comme ça, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une prise en charge, faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et on ne peut pas imaginer que juste en séparant les 2 parents... ça va se régler. Surtout que l'enfant, en plus, il est placé dans des conflits de loyauté. Oui. Et ça, c'était pas pris en compte. Pas du tout. Et puis souvent, il y a aussi la question de l'aliénation parentale quand les enfants osent en fait parler et dire ce qui se passe à la maison ou ce que papa fait. C'est parce que maman te l'a dit et t'a martelé le cerveau en disant manipulé. Manipulé. Mot très important. Maman t'a manipulé et te force à dire ça en fait. Mais du coup, ma question, c'était comment est-ce qu'on explique justement ce syndrome d'aliénation parentale et pourquoi ça reste un argument mobilisé en justice encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne déconstruit pas ça? Parce que la justice, déjà, se base pas sur des enquêtes sociologiques. Les magistrats ne sont pas formés aux questions de violence de genre. Qu'on est dans une justice qui est profondément patriarcale, où il faut des bonnes victimes et des bons coupables. C'est ça. Que ce que je te disais, cette volonté d'égalité parentale à tout prix, elle veut être préservée. Et encore une fois, il y a une délégitimation de la parole des femmes et des enfants. Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme, parce qu'il y a une facilité à décrédibiliser les femmes, quoi. Ouais. Du coup, ça veut dire que même lorsque des hommes sont violents, on donne quand même, quoi qu'il arrive, une garde alternée ou une garde un week-end sur 2 aux pères, même s'ils sont violents, qu'il y a des preuves, que les femmes ont été fait reconnaître justement leur coup, etc. Coûte que coûte. Il y a très peu de décisions où vraiment les hommes sont mis à l'écart, quoi. Ouais. C'est rare. Et même avec des accumulations de preuves... je parlais encore hier avec une collègue avocate qui parlait l'enfant qui dessinait des actes incestueux et tout ça, et qui avait des terreurs nocturnes quand il était avec elle. Elle avait compilé des tonnes de preuves, et vraiment ce truc de l'aliénation parentale était surutilisé. Et l'enfant, quand il allait chez son père, en fait, il se comportait comme un bon soldat qui ne bouge pas qui explosait après chez sa mère. C'est ça. Et donc on disait, vous voyez, c'est la mère qui est problématique. Tout est fait en fait pour... Mais pour détourner finalement la vraie réalité. Ouais. Et du coup, dans ce cadre des nouveaux pères, etc., donc on est dans le sujet de capitaliser sur la paternité. Pourquoi certains hommes sont-ils valorisés pour une implication parentale minimale? Parce qu'on n'attend pas d'eux qu'ils soient surimpliqués. Simplement. Non, et puis surtout, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est de comparer les hommes entre eux ou entre les générations passées. C'est ça.
Et donc, effectivement, nos générations actuelles, on a l'impression qu'elles font plus, et d'autant les hommes sont plus visibles. Effectivement, maintenant, c'est assez commun de voir des enfants, des pères se balader avec des poussettes, d'avoir un porte-bébé. un porte-bébé. Donc, voilà, il y a une visibilité. Et puis, il y a aussi cette capacité à ces hommes de se raconter aussi à travers leur paternité. Donc, il y a vraiment la masculinité et comment elle est dominante, ou en tout cas comment elle est valorisée. Ça passe aussi par l'expression d'une certaine paternité sensible, émotionnelle, d'être capable d'être un peu un héros du quotidien qui est à la fois un père et en même temps un travailleur. Ouais. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'ils ils peuvent être facilement valorisés. Alors qu'en fait, c'est la base. Et c'est la base, mais c'est surtout que, en fait, si on commence à comparer ce que font les hommes, leur implication par rapport aux femmes, là, ça tombe pas. Là, ça ne tient plus, quoi. Ouais. Quel est ton avis, justement, sur ce retour ou cette émergence des tradwives sur les réseaux sociaux? Et j'ai l'impression que c'est quand même très fort depuis l'élection de Donald Trump, où il y a eu vraiment une émergence des tradwives, où maintenant les femmes se revendiquent soumises à leur mari et dépendantes de leur mari. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais pas être très douée pour répondre à cette question, je pense. Mais après, c'est corrélé aussi avec l'émergence de mouvements masculinistes très, très forts. Et puis, je pense que si tu as des espaces où tu peux être difficilement valorisé d'un point de vue professionnel, où tu es toujours dans des formes d'inégalité, le statut de mère, il reste quand même assez fort. Ouais. Et donc, cette manière d'y retourner, de lui redonner du sens, de se le réapproprier, finalement, c'est se valoriser. Je pense. Ouais, c'est intéressant. Parce que, mais alors, tu vois, je trouve que c'est très intéressant ta réponse, parce que du coup, d'un point de vue, et je pense l'opinion publique se dit, ce sont des femmes qui sont contre les féministes. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment être contre les féministes, ou c'est juste essayer de se donner du crédit, se donner de la valeur? Après, à voir, c'est du cas par cas, je pense. Mais c'est aussi être contre les féministes. Mettre à distance d'autres femmes. C'est toujours la question des hiérarchies entre les femmes ou des hiérarchies entre les hommes. Se promouvoir comme le modèle qu'il faut atteindre, c'est-à-dire que les autres modèles ne conviennent pas. Et donc, c'est une manière de se positionner par rapport aux femmes féministes qui essayent de déconstruire tout ça. Ouais, donc de délégitimer le mouvement et... Parce que du coup, il y a aussi une émergence des mouvements masculinistes, mais ils ont toujours existé. C'est juste que maintenant, ils ont une tribune qui est plus accessible à travers, par exemple, les réseaux sociaux ou des dirigeants d'État qui donnent la parole justement à des masculinistes, qui est pour moi, à mon sens, très dangereux pour la société actuelle. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses où... Je ne vois pas comment on peut valoriser l'intensification maternelle dans une posture féministe, je veux dire, ou alors on considère que tout est possible et que on donne des salaires aussi aux femmes pour s'occuper des enfants et que du coup on leur donne des possibilités de vraiment choisir. C'est ça, vraiment choisir, ouais. Mais là, en fait, j'ai plus l'impression que ça sert une cause raciste, classiste, profondément inégalitaire et discriminatoire, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que ça peut être valorisé dans sa carrière professionnelle quand on est un père impliqué, quand on prend justement peut-être un 4/5e ou un 10e? Est-ce que ça, c'est valorisé justement par les entreprises ou par ses collègues? Alors, il y a plein de strates différentes. Par exemple, il y a une enquête sur les ingénieurs qui a montré que plus les hommes ont des enfants et plus ils travaillent, plus ils sont valorisés. Donc, on peut être aussi ultra valorisé en tant que père sans diminuer son temps de travail et parce qu'on considère qu'un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est un bon père de famille. Mais effectivement, on a aussi d'autres cas où c'est des hommes qui veulent travailler moins ou qui prennent des congés parentaux. Et j'avais le cas dans le livre justement d'un homme qui est en couple avec une femme pilote où elle l'avait fortement poussé lors de la naissance du 3e enfant à prendre 1 mois de congé parental. Parce que quand on est une femme pilote, en plus, on doit se reformer pour pouvoir revoler. Et donc, il disait « non, ça ne va pas être possible, ça va être compliqué vis-à-vis de mon travail ». Et effectivement, il y a eu des freins dans le milieu professionnel quand il a annoncé ce congé. Et puis, au final, quand il est revenu, on lui a déroulé le tapis rouge.
Donc déjà, toutes les femmes de l'entreprise disaient « Oh, c'est bien, on va pouvoir cocher la case égalité femmes-hommes, prise d'un dispositif de soutien à la parentalité ». Et puis finalement, même son boss, en fait, a trouvé que c'était quelque chose de valorisable. Donc on voit bien que, en fait, c'est surtout des hommes qui ont déjà réussi professionnellement, qui peuvent se tourner, par exemple, vers le soin parental en diminuant leur temps de travail et que ça va plutôt asseoir leur masculinité. Mais parce que voilà, ils ont connu un succès professionnel et donc ils vont pouvoir incorporer toutes ces activités parentales sans que ça nuise à leur position sociale, quoi. Donc en fait, c'est pas n'importe quel père qui peut valoriser le fait d'être en capacité d'endosser certains rôles parentaux. C'est vraiment ceux qui sont en haut de l'échelle et donc ont déjà des ressources. Et c'est là où en fait on voit comment ça devient un terrain de distinction sociale en fait entre hommes, et que c'est vraiment quelques hommes qui peuvent se revendiquer comme nouveaux pères. Enfin voilà, donc. Ouais, c'est fou ça, parce que du coup, un ouvrier qui travaillerait, qui travaille en usine. Mais lui, il n'a pas cette possibilité. Enfin, ça va pas être valorisé, ça va juste être peut-être encore stigmatiser plus sa situation plus précaire, où il doit se rendre indisponible au travail pour pouvoir s'occuper des enfants, parce qu'ils doivent tous les deux travailler, en fait. Ils peuvent pas, ouais. C'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans les hommes qui recourent ou non au congé de paternité. Donc, c'est Alix Ponton, une collègue qui a travaillé sur ça. Et elle montre bien que ceux qui ne prennent pas le congé de paternité... Donc, aujourd'hui, pour être un bon père, c'est devenu la norme de prendre ce congé. Oui. Et ceux qui ne prennent pas le congé, ce n'est pas parce qu'ils se désintéressent de leurs enfants, mais c'est souvent qu'ils ont des positions précaires, soit parce qu'ils sont en CDD, soit parce qu'ils sont au chômage, ou parce qu'ils sont dans des espaces où, en fait, ils n'ont pas accès à ces droits. Et donc, il faut des ressources à la fois temporelles et aussi symboliques pour savoir comment ça marche. Donc, on voit bien aussi comment c'est pas si facile, quoi. Ils ont l'impression qu'ils n'y ont pas le droit et qu'en plus, s'ils le prennent, ce droit, ils vont être effectivement stigmatisés ou considérés comme pas assez bons travailleurs et tout ça. Non, c'est très clair. Mais du coup, est-ce que les femmes ne continuent pas à assurer la continuité parentale pendant que les hommes bénéficient, eux, uniquement de la reconnaissance ? Effectivement, les femmes restent un peu ces chefs d'orchestre tu vois, de la vie quotidienne, où elles assurent toute l'intendance. Mais surtout, elles assurent tout ce qui est du court terme. Tout ce qui est peu valorisable, ce qu'on disait, tout ce qui maintienne les enfants finalement en vie et en bonne santé, quoi. Alors que les pères pensent plutôt qu'ils n'ont pas besoin d'être là tout le temps. Ce qu'on disait, ils peuvent être là à des moments plus ponctuels, plus familiaux, plus sympas, et moins le détail du quotidien. Et ils voient plus leur rôle comme un rôle éducatif, parfois même celui qui va penser au long terme, donc qui va envisager la réussite, l'avenir, la réussite scolaire, la réussite professionnelle, donc en assurant, tu vois, toute la sécurité matérielle, on va dire, là où les mères seraient vraiment concentrées sur le quotidien. Et donc, c'est marrant de voir comment ces pères considèrent régulièrement que toutes ces tâches quotidiennes... ils peuvent les faire, mais plutôt comme un soutien à la mère, mais pas une responsabilité équivalente à elle, quoi. C'est ça, pas une responsabilité équivalente à elle. Ça, c'est très important de le dire. Et donc, pour finir, c'est surtout qu'ils n'ont pas de pression à anticiper tous les besoins parce qu'ils ont une certaine passivité consciente, ce qu'on a un peu appelé... ils ont ce privilège, finalement, de moins s'impliquer dans ces responsabilités familiales, quoi. Tout à fait. Pourquoi les discours paternels s'inspirent du féminisme ? Parce que ça, on en a déjà un peu parlé, mais sans jamais les citer. Donc là, on parle surtout de ces hommes qui capitalisent sur la paternité. Donc, ces hommes qui, par exemple, vont lutter, qui vont militer pour l'allongement du congé de paternité ou encore les hommes qui sont séparés et qui veulent reconnaître la coparentalité, la résidence partagée. Et ce qu'on voit, c'est que... donc là, je reprends le terme d'une féministe qui s'appelle Twana, où ils adoptent une certaine ignorance consciente. C'est-à-dire qu'ils savent que ça existe, le féminisme, mais ils vont avoir une indifférence délibérée par rapport à ces questionnements, à ces théories, au vécu des femmes. Et donc, finalement, ils se réapproprient ce langage féministe, notamment la question, charge mentale, très rarement patriarcat, un petit peu
parfois stéréotypes de genre, ou voilà, mais plus pour se donner davantage de visibilité, mais sans rien mettre derrière ces termes. C'est ça. Et en fait, ils vont vraiment détourner les propriétés féministes, collectives, de ces termes pour les penser plutôt individuellement. Et ils vont, ce qu'on se disait au départ, c'est par exemple tous ces hommes qui s'affichent comme des pères engagés, ils vont le faire vraiment pour parler de leurs problématiques personnelles, C'est ça. en enlevant toutes ces questions de rapport de domination. Donc voilà, c'est vraiment une manière de dépolitiser le débat, d'individualiser les enjeux d'inégalité, et puis voilà, de ne pas reconnaître qu'il y a une dimension systémique à tous ces problèmes, quoi. Mais quel est le bénéfice, justement, de ne pas reconnaître qu'il y a vraiment une dimension systémique à toute cette problématique ? Ça nécessiterait de renoncer à certains privilèges. Quel privilège, par exemple ? Par exemple, quand on parlait de cette paternité à la carte, c'est ça. De pouvoir choisir ce que tu veux faire, de choisir quand est-ce que tu veux t'occuper ou pas des enfants, de continuer à travailler beaucoup et donc de gagner de l'argent. Et on sait bien, quand on regarde le genre du capital, on voit que les femmes, c'est l'économie des pots de yaourt. Donc, l'argent qui va être dépensé, c'est que pour le quotidien. Ça va être les vêtements, la nourriture. Alors que les hommes, dès qu'ils ont du surplus d'argent, c'est pour la maison, l'immobilier, la voiture et tout ça. Vacances. Donc ça, c'est aussi maintenir une position dans la sphère professionnelle. C'est leur asseoir un statut. Et puis, ce qu'on disait, garder une certaine dominance par rapport au couple, quoi. Eh bien, on en apprend tous les jours. Est-ce qu'on peut parler d'engagement féministe s'il n'y a pas de remise en question, de solidarité, ni de conscience structurelle ? J'ai juste envie de te dire non. Ça me paraît difficile de... Après tout ce qu'on vient de dire, je pense que... Effectivement. Mais non, parce que le cœur même du féminisme, c'est la dimension collective. Et là, pour donner juste un exemple... sur la question de l'allongement du congé de paternité. Donc ça, c'est les travaux de Laura Verker qui a bien montré que, par exemple, les militantes féministes, quand elles se sont attaquées à cette question, donc l'idée, c'était que les hommes aient plus de temps avec leurs enfants, mais aussi pour lutter contre le burn-out parental, pour mieux équilibrer. Elles l'ont fait dans une dimension collective. C'est-à-dire qu'elles réfléchissaient ensemble. Elles faisaient tout un travail de l'ombre pour essayer de collecter, d'avoir des arguments. Et à côté, les hommes étaient beaucoup plus dans une dimension individuelle. C'est en ça où ils ne sont pas dans un engagement féministe. C'est qu'ils le faisaient pour se mettre en valeur, pour dire, regardez, moi j'aime mes enfants, c'est une très belle expérience. Tous les hommes devraient faire ça. Tous les hommes devraient prendre leur congé de paternité. Et ça veut dire que ceux qui ne le prennent pas sont des mauvais pères. C'est ça. Regardez comment moi, je suis un bon père. Mais du coup, à l'inverse, ce que les féministes font, c'est le collectif. Mais quand on dit le collectif, c'est aussi prendre en compte les hommes. Alors oui, effectivement, c'est pour... c'est pas que pour nous, pour avoir nos maris à côté de nous lorsqu'on est en train de pouponner les premiers mois. Non. C'est vraiment dans une instance collective. Et les hommes, c'est très individualiste, ça. Puis surtout, en fait, l'enjeu des femmes, c'est aussi que les pères soient compétents à s'occuper des enfants. C'est ça. En fait, s'ils se désengagent, ils perdent leur capacité de s'occuper de leurs enfants, en fait. Oui, parce que les femmes, quand on vient d'accoucher, on ne sait pas plus mieux faire qu'un homme. C'est juste qu'on est contrainte à apprendre dans le quotidien. Et si les hommes, et nous on milite pour ça aussi, pour que justement, si on prolonge le congé paternité, les hommes pourraient rester avec nous et on pourrait apprendre ensemble à procurer le care à nos enfants. Mais c'est ça que je trouvais très intéressant quand j'ai interrogé les hommes avant l'arrivée de l'enfant, donc pendant la grossesse. C'est que, et Myriam le voyait aussi dans ses travaux, c'est que, en fait, hommes et femmes, à ce moment-là, ont très peu de connaissances, notamment ceux des classes moyennes supérieures. Dans les classes populaires, les femmes ont souvent eu l'occasion de s'occuper des frères et sœurs, des cousins et tout ça, ou de faire beaucoup plus de babysitting que dans les classes moyennes supérieures. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est un peu le moment où les hommes et les femmes peuvent se mettre côte à côte et essayer d'apprendre en même temps. C'est ça. Bon, évidemment, mon illusion a tenu pas très longtemps. Mais ce que je voyais, c'est que tout de suite, elles se mettaient au travail. Donc, c'était lié aussi aux institutions médicales et tout ça. Les injonctions, oui. Voilà, mais elles se sentaient obligées à lire des livres, écouter des podcasts, à faire des choses, là où les hommes auraient pu faire la même chose. Et en fait, il y avait vraiment un truc de dire, en fait, c'est pas très intéressant, c'est pas très valorisant. Et j'avais un enquêté qui, du moins, je trouve, est pro-féministe,
avant l'arrivée de l'enfant, étaient là, genre, ouais, mais je préfère quand même largement écouter un podcast de géopolitique. Enfin, voilà. Et donc, on voit bien comment cette responsabilité, tout de suite, elle se... Oui, c'est ça. C'est divisé. Voilà. C'est fou. Mais est-ce que du coup, l'investissement père-enfant reste juste une manière de conserver un statut social ? En tout cas, c'est une manière à moindre frais de maintenir un statut social. C'est-à-dire que se définir comme un père impliqué, ça permet, comme je l'ai dit, de monter dans la hiérarchie sociale, même si on a une implication minimale, donc de se distinguer des autres hommes. Ça permet de tirer des bénéfices à la fois matériels et symboliques. Donc, quand tu racontais comment ton mec, tout de suite, il est hyper valorisé quand il fait quelque chose, en fait, il y a une survisibilité. Et en fait, on voit bien comment ils peuvent aussi tirer des bénéfices. Par exemple, s'ils s'impliquent au moment de la séparation, ils le font aussi parfois pour payer moins de pension alimentaire, par exemple. Ou s'ils militent pour l'allongement des congés de paternité, par exemple, c'est aussi pour avoir des rémunérations, pour passer comme des experts de la paternité. Donc, on voit bien que, après, encore une fois, ce n'est pas n'importe quel père qui peuvent valoriser ce statut social. Et donc, il y a toujours cette hiérarchie des masculinités qu'il faut garder en tête. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on voit bien que ça leur demande peu pour avoir très rapidement une reconnaissance. C'est ça. Quel est l'impact justement sur la relation de couple quand la mère, elle, reste la seule responsable d'initier, d'enseigner, de corriger en fait la charge parentale ? L'épuisement parental, le burn-out, ça ce serait la première chose, je pense. Ce qu'on disait, c'est que en fait, si elles sont les chefs de famille, alors déjà, elles ont peu de rétribution et de valorisation, mais c'est surtout en fait, c'est elles qui sont autonomes et compétentes. Et donc, pour moi, ce qui est compliqué, c'est que les hommes perdent ses capacités à le faire. Et après, le dernier point, c'est vu que la sexualité, par exemple, ça prend une proportion importante dans le couple, des femmes qui sont surresponsabilisées, épuisées, qui ne pensent que aux autres, ne peuvent pas penser à leur plaisir et ne peuvent pas être dans le lien avec leur conjoint. Non. Donc, c'est aussi... si les hommes ils veulent continuer à avoir des sexualités épanouies avec leur compagne, c'est aussi prendre en charge pour qu'il y ait cet espace qui puisse se maintenir. C'est ça. Donc, ça pourrait être un bel argument, en tout cas, pour... Est-ce que tu vois la notion de baby clash, c'est justement à la naissance d'un enfant, dans la première année, où tout d'un coup, le couple vit un tel bouleversement, mais en fait, c'est tellement... La femme est surstimulée, impliquée en fait dans le quotidien. Du coup, le couple se perd un petit peu, mais c'est aussi juste la conséquence de tout ça, en fait. Là, j'ai écouté un podcast sur le désir. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette sexologue, mais elle disait, par exemple, que les femmes, pour jouir, ne peuvent penser qu'à elles. Alors que les hommes prennent du plaisir en regardant l'autre prendre du plaisir. Et je veux dire, à quel moment une femme qui pense à toute sa to-do list peut se rendre disponible à un acte sexuel si en plus les modifications de son corps font qu'elle a du mal à s'aimer elle-même, je ne vois pas comment elle peut y arriver. Et donc c'est différents éléments qui me semblent... Mais c'est tellement clair et je le vois aussi dans le quotidien. Je pense qu'il y a au moins, et je pense pouvoir le dire avec beaucoup d'assurance, 3 copines sur 5 qui me disent... En fait, je suis dans ma tête, j'arrive pas à jouir, je suis pas là pendant l'acte. Alors que c'est un moment où tu te dis, yes, on a enfin une mini fenêtre, on va pouvoir niquer. Et en fait, t'es là, mais t'es dans ta tête, en fait. T'es pas là physiquement, dans le moment présent. Ça arrive que très peu. Je pense que les premières années de la parentalité, c'est sûr que c'est pas les moments où on a une sexualité la plus épanouie, mais parce qu'on est trop dans notre tête en permanence, en fait. Donc, c'est vrai que ça pourrait aussi... c'est un très bon argument, en tout cas, de responsabiliser les hommes. C'est que si on veut avoir des couples épanouis, qui ne sont pas que des couples parentaux, en fait, il faut qu'il y ait une répartition. Et au-delà de la sexualité, c'est aussi juste un couple apaisé et épanoui dans le quotidien, je pense, en tout cas. Bon, on a eu beaucoup d'informations. On a décortiqué pas mal de choses. Mais du coup, j'avais envie de te demander quel serait pour toi, un véritable modèle de paternité féministe pour conclure, pour reprendre tout ce que tu as déjà dit, toutes tes idées. Alors pour moi, ce serait un père qui fait des efforts en continu.
C'est-à-dire qu'il cherche à changer ses pratiques quotidiennes tout le temps, qui est tout le temps dans une forme de remise en question, mais qui change ses pratiques tant dans sa vie privée que dans ses relations amicales, amoureuses. Et c'est assumer les tâches qui sont généralement considérées comme celles des femmes. C'est pas choisir les tâches qu'on veut faire, les plus plaisantes, les plus visibles. C'est être solidaire des femmes, c'est-à-dire que quand sa compagne fait une crise, c'est lui donner du poids. C'est ça. C'est comprendre pourquoi ces femmes, en fait, ces mères, elles dénoncent le manque de reconnaissance. C'est comprendre comment ces normes patriarcales, en fait, elles sont douloureuses, elles sont violentes. Donc, c'est cette capacité d'écoute. Pour moi, un père féministe, c'est quelqu'un qui sait aussi encaisser cette colère. Et puis, c'est aussi ce qu'on disait, un homme qui ne cherche pas à être félicité à chaque fois qu'il fait quelque chose, qui n'est pas là en quête d'un badge d'honneur, mais plutôt qui est aussi capable de valoriser tout le travail qui est fait par sa compagne, quoi. Parce que là, tu as dit deux choses qui sont très intéressantes pour moi. C'est, du coup, tu disais la sphère amicale et reconnaître aussi, donner du poids aux crises que les femmes peuvent faire. Parce que ça, je pense que ça serait déjà une belle preuve de féminisme, c'est de comprendre et d'avoir de l'empathie pour le moment difficile qu'une femme est en train de traverser ou elle est en train de verbaliser et le vase a débordé, plutôt que de la faire passer pour hystérique et folle, une fois de plus, en fait. Ouais, ces crises, en fait, elles sont un peu l'occasion pour moi de rendre visibles les inégalités qui se logent dans le couple, ce qui ne va pas. Et c'est plutôt un moment où on peut faire quelque chose, quoi. Encore une fois, je reviens au fait que si on n'est plus en colère, si on est dans l'indifférence, on n'est plus en lien. Donc, donner de la place à ces moments de surplus, c'est pouvoir engager un changement, c'est se dire qu'on est en mouvement, qu'il y a de la vitalité encore, quoi. Oui, parce que je trouve que ce qui est difficile, de ce que je sais de mon expérience de parentalité et de ce que j'entends autour de moi, c'est qu'on est juste vu, encore une fois, pour la folle de service, et tu as l'impression que la personne en face de toi, elle ne comprend pas ce que tu es en train de vivre. Mais du coup, c'est ne pas être féministe, parce que si tu ne comprends pas, ou du moins de faire l'effort de comprendre et de donner du crédit, en fait, à cette crise, plutôt que être dans la menace. Parce que si tu continues comme ça, mais c'est plus possible, on va plus pouvoir continuer comme ça. Parce que tu fais tout le temps des crises. Après, pour moi, encore une fois, un bon homme féministe ou un père féministe, c'est aussi quelqu'un qui continue à s'informer. On parlait tout à l'heure d'épuisement des femmes, à toujours faire cette pédagogie, mais à un moment donné, si tu veux comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a une crise, qu'est-ce qui se joue, en fait, informe-toi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de médias pour le faire. Si tu n'aimes pas lire, tu écoutes des podcasts. Si tu n'aimes pas les podcasts, tu regardes des vidéos YouTube. Voilà, informe-toi, essaye de comprendre, en fait. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a une certaine fainéantise de la part des hommes à ne pas y aller, mais parce que ça les remet trop en question, en fait. Ça. Et dans leur sphère amicale, je pense que ça aussi, c'est un enjeu sociétal où les hommes, j'espère en tout cas que demain, les hommes vont pouvoir commencer à en parler avec leurs potes, parce que nos sujets de discussion entre femmes, on parle toujours de la même chose, c'est notre couple, et les enfants, et la charge mentale, et le quotidien. Et en fait, on prend des tips à gauche et à droite de « Ah oui, toi, tu fais comment, machin ?» Mais eux, ils n'en parlent pas. Vraiment, c'est une vraie réalité. Les hommes n'en parlent pas. C'est vu comme vraiment quelque chose de typiquement féminin, et comme s'ils ne pouvaient pas s'approprier cette question, quoi. C'est un truc de dingue. Mais moi, ce que je constatais justement en interrogeant ces hommes sur est-ce qu'ils en discutaient entre eux de la paternité, c'était aussi à quel point ils se poussent eux-mêmes à être passifs. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple... Laisse ta femme faire, c'est bon. Ouais, voilà. Ou par exemple, elle va choisir tel prénom, t'inquiète pas, c'est elle qui décide de tout. Oui. Mais en fait, ils se socialisent eux-mêmes, ils apprennent entre eux à ne pas être actifs. Et je pense qu'il y a, encore une fois, si t'es un mec féministe, t'as une responsabilité à être dans la résistance, à dire Coco, c'est pas possible. Bon, après, peut-être on peut pas le faire dans tous les espaces. Mais je veux dire qu'il y a une... c'est pas à nous de toujours enseigner aux hommes comment se comporter. Ils peuvent aussi le faire entre eux. C'est ça. Et là, il y a tout un truc à faire. À fond. À fond. Là, c'est vraiment un gros... Et ça, c'est un gros sujet que je mène avec mon mari actuellement, où il a pris position à un moment donné où je lui ai dit, je suis extrêmement fière de toi parce qu'il a vraiment fait de la résistance. J'étais très fière de lui. Mais je dis, en fait, ça, j'aimerais bien que tu le fasses tout le temps, en fait. Quand tu es avec tes potes et que vous faites vos... Et trop bien, vous voyez entre mecs comme nous, on se voit entre meufs, c'est super. Mais j'aimerais que tu aies justement ces discours de résistance face même aux plus résistants, tu vois. Et ça, je vois bien que c'est encore un peu
un peu compliqué. Et de toute façon, on va lui dire, oui, mais c'est parce que lui, c'est le mari de l'autre folle qui est en permanence... Ou qui porte pas la culotte. Oui, oui, c'est elle qui porte la culotte tout le temps. Oui, ça, c'est un truc de fou, ça aussi. Et de dire tout le temps, oui, mais de toute façon, laisse-la faire, c'est elle qui décide de tout. Ou si tu veux la paix, dis oui à ta femme, en fait, juste... mais c'est pas OK, en fait, de tout le temps réagir de cette façon-là et de nous faire passer tout le temps pour les hystériques. Ah, putain, ça m'énerve. Mais effectivement, je trouve que c'est un bon média, en tout cas, d'être un allié et d'être un allié dans les différentes sphères. Par rapport aux beaux-parents ou aux parents qui te disent comment te comporter en tant que mère et quoi faire, ou qui disent « Ah, alors, est-ce qu'elle a pensé à ça ?» Non, mais moi aussi, je peux y penser. Enfin, c'est des formes de résistance quotidienne qu'il faut mettre en place et qui sont importantes. C'est des petites choses, en fait. Après, voilà, encore une fois, il faut un changement plus structurel, oui. Mais je pense qu'en tant que mère, c'est important d'avoir cet espace de reconnaissance. À fond, tellement important. Mais donc on vient d'en discuter de tout ce qu'il faudrait transformer. Ah mais non, on a discuté ici plutôt dans des sphères plus petites, mais comment est-ce qu'on peut transformer donc dans les discours, on vient de l'aborder, mais dans les politiques publiques et les entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour rendre tout ça possible ? Avoir des politiques familiales qui sont beaucoup plus ambitieuses, donc c'est-à-dire les financer. C'est pas possible d'avoir des congés parentaux qui sont aussi faibles. Ouais. Enfin, je veux dire, qui va prendre un congé parental qui est payé 500 € par mois ? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et puis, c'est faire des congés plus longs, mieux divisible entre les hommes et les femmes. Donc, on peut pas parler d'égalité femmes-hommes et après ne pas mettre en place des choses. C'est penser à des espaces de soutien à la parentalité qui sont beaucoup plus inclusifs. On peut penser à la crèche, par exemple, de s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Si les hommes ne sont pas là dans ces espaces-là, ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. C'est aussi penser qu'ils peuvent être là par mail, par notification, qu'il y a d'autres éléments où on peut les rapprocher, les raccorder. Donc, c'est penser des équipes aussi peut-être pluridisciplinaires. Donc, si on finance mieux et qu'on reconnaît plus le travail de care, c'est aussi avoir des équipes avec des modèles familiaux, pluriels. C'est ça. Et puis, évidemment, c'est des politiques d'entreprise où, par exemple, prendre un 4/5e, c'est octroyé assez facilement, pour des raisons parentales ou non, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On ne mette pas des réunions à 18h, qu'il n'y ait pas d'attente à une expansivité des heures de travail. C'est des politiques vraiment plus fortes et on pourra en donner 1000, quoi. Ouais. Bon, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de la paternité ? On a essayé avec Myriam de finir ce livre en montrant des modèles et des portraits de pères qui sont devenus, qui pour nous étaient féministes et qui ont évolué progressivement dans leur paternité. Donc on a voulu faire une note un peu positive. Donc je pense que oui, il y a des exemples de paternité féministe, mais encore une fois, ce qu'on voit, c'est plutôt des volontés individuelles ou des personnes qui ont des ressources à la fois économiques, symboliques, qui peuvent y aller. Donc j'ai encore du mal à être optimiste parce que ce qu'on se disait sur le renforcement des positions masculinistes, c'est extrêmement glaçant. Ouais. Et puis qu'on est toujours dans un système capitaliste où il y a la dévalorisation des tâches domestiques et parentales, qu'on court après le temps et donc du coup on ne peut pas les faire pleinement et on a bien plaisir à les déléguer à d'autres personnes, ce qui est aussi problématique. Et on attend un dévouement des travailleurs intense. Et puis par ailleurs, les acquis sociaux, ils sont quand même largement fragilisés par des politiques néolibérales. Et je pense qu'on en a besoin en fait pour pouvoir avoir des backups pour faire face à différentes situations dans la vie. Donc ça ne me rend pas très optimiste. Et puis quand je vois aussi, par exemple, le fonctionnement de certaines institutions comme le sexisme à l'école, la manière dont aussi différents objets culturels sont encore ultra genrés, comme les jouets, c'est difficile de voir comment les hommes et les femmes vont se départir de tous ces rôles genrés qui nous enferment, quoi. Donc mon optimisme, il est un peu... voilà. Mais bon, mitigé. On arrive en 2024, 2025, avec ce livre-là.
il y a très peu d'ouvrages sur la question. C'est ça. Donc, on peut peut-être se dire que la société est un peu prête à l'accueillir, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai, tu parlais encore du renforcement du masculinisme, mais est-ce que c'est un véritable renforcement ou est-ce que c'est juste parce que maintenant, ils sont beaucoup plus visibles ? Ils sont extrêmement visibles et ils ont accès à des plateformes diffuses et accès à différents publics. Et je sais pas, c'est juste que maintenant, ils touchent énormément de gens. Et qu'avant, ça touchait peut-être plus des groupuscules ou des petits mouvements. Et maintenant, ils peuvent toucher des millions de gens en très peu de temps. Là où ça me rend pas optimiste, c'est par exemple, il y a eu une étude en France sur les représentations, et notamment en termes de genre. Et par exemple, les 18-24 ans chez les garçons étaient beaucoup plus antiféministes que les générations passées. Oui, c'est ça. Et donc, on voit bien une scission qui est en train de se faire entre des filles de 18-24 ans qui sont en train de devenir plus féministes et des jeunes garçons qui se radicalisent sur des formes de masculinité. Et ça, c'est dû à quoi ? Je pense que c'est... J'ai pas envie de dire que c'est que les médias et la diffusion, mais en tout cas, ça joue une grande partie. Ouais. C'est inquiétant, ça, par contre. Ça fout vraiment les boules. Parce que en fait, oui, il y a quand même une parole qui est un peu décomplexée, homophobe, misogyne. Donc, il y a une légitimité à entendre ce type de discours, quoi. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que, en fait, sur les réseaux sociaux, moi, c'est mon analyse, en fait, tu entends toujours que les extrêmes. Les gens du milieu, tu les entends pas réellement. Tu entends toujours... les extrêmement contre ou les extrêmement pour, mais les gens qui sont plus modérés dans leurs propos ne prennent pas forcément la parole sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, moi, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis juste, c'est parce que c'est ces gens-là qui prennent la parole, mais il y a énormément de gens qui ne pensent pas comme eux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas quoi penser. Oui. Et je pense qu'on n'est pas dans des débats. On est dans des débats d'idées. Et quand j'écoute l'extrême droite... on n'est pas sur des faits, en fait. On ne se base pas sur des stats, on se base vraiment sur des idéologies. Et ça, c'est problématique. Oui. Et effectivement, avec l'expansion des fake news et tout ça, c'est compliqué de se positionner. C'est ça. Et donc, d'avoir un esprit critique. Et... Oui, je pense qu'il y a bien une chose que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de inculquer ça à mon fils, d'avoir un esprit critique et de pouvoir avoir sa propre opinion et de ne pas suivre simplement. Au niveau de ses 4 ans, c'est encore compliqué, mais j'essaye quand même déjà maintenant de lui dire, parce que je pense que c'est ça ton arme, en fait. C'est de pouvoir critiquer et remettre en question les dictats de la société, simplement. Mais on en revient à qu'est-ce que c'est être féministe, par exemple. Toujours, c'est chausser ses lunettes pour être capable de voir toutes ces discriminations, quoi. Les dénoncer le sexisme ordinaire. Et c'est en ça que c'est important de se former, quoi. Oui, tout à fait. D'où l'importance de ton podcast. Oui, et cet épisode. Est-ce qu'il faudrait sortir d'une vision duale de la parentalité et imaginer des modèles communautaires et collectifs ? Moi, je suis extrêmement convaincue par ça. Ouais. Parce que, en fait, je considère que 2 individus qui doivent s'occuper d'un enfant, c'est trop. C'est une charge qui est beaucoup trop importante. La responsabilité est énorme. Et donc, comment on peut être dans des modèles moins violents, plus collectifs, plus solidaires ? Il s'agit de décupler le nombre de personnes. Et je pense que c'est vers ce type de modèle-là qu'on doit aller si on veut que nos enfants circulent dans ces espaces et soient mieux pris en charge d'une certaine manière. C'est totalement irrationnel de faire porter cette responsabilité. Et je pense que c'est vraiment un modèle qui devrait être... C'est un modèle qui était la norme à l'époque, donc de vivre avec ses parents ou du coup de vivre ou du moins avoir les grands-parents juste à côté de soi. De soi, exactement. Maintenant, on est beaucoup plus éclaté. Les familles nucléaires restent entre elles et on n'a plus d'aide, en fait. Et du coup, c'est ça aussi, peut-être qu'on a ce sentiment aujourd'hui... d'épuisement, de suffocation. C'est ça, où on suffoque, on n'a pas d'aide, en fait. Et je pense que les voisins, peut-être aussi à l'époque, étaient beaucoup plus impliqués, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une ère très individualiste, où surtout, on ne dit pas quand ça ne va pas. Il y a aussi ce sentiment de honte, finalement, en tant que parent, de dire... Ouais, là, on galère, en fait, tu vois. Mais on ne sait pas, on ne voit pas ce qui se passe chez les autres. Non. Avant, dans les villages, tout le monde savait ce qui se passait. Et je veux dire, il n'y avait pas de honte parce que tout le monde vivait à peu près la même chose. Et on imaginait que tout le monde vivait la même chose. On en parlait, quoi. Là, effectivement, on ne voit plus ce qui se passe chez les autres. Et donc, la responsabilité qui se porte sur les individus est extrêmement forte.
Après, moi, quand je parle de collectif, j'envisage encore plus large, pas forcément que les grands-parents. Non, des communautés. Amicales, parentales. Et on voit bien qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles quand on voit chez les lesbiennes ou chez les gays, des pluriparentalités. Et c'est possible, quoi. Oui, c'est possible. Mais effectivement, dans des villes où l'architecture qui a été pensée, dans des espaces très clos, c'est extrêmement difficile de le faire, quoi. Il y a un truc que j'ai envie de dire, et ça, si ça peut juste donner une idée. Il y a quelque chose qu'on a mis en place dans l'école dans laquelle va mon fils. On a un groupe de parents, mais un groupe de parents très engagés où, en fait, il se passe plein de choses. On discute énormément, ou du moins, on n'a pas peur de demander de l'aide. Et on est vraiment... moi, depuis que ce groupe existe et depuis que j'ai des mamans qui sont aussi devenues mes alliées et des pères aussi, en fait, on voit beaucoup de pères qui sont là aussi. On a du coup créé vraiment ce groupe. Donc, l'école de mon fils s'appelle Les Petits Loups. Là, c'est Les Grands Loups. Et Les Grands Loups, on est vraiment devenu une petite communauté où on s'entraide. On n'a pas peur de demander d'aller chercher notre enfant à l'école, de poser des questions. On se réunit aussi régulièrement et alors, forcément, on discute de nos enfants, on discute de leurs relations à eux, mais de nos relations à nous, entre couples aussi. On libère la parole autour de ça et ça me fait tellement de bien. Par exemple, aller au parc toute seule avec mon fils, moi, ça m'emballe à moitié, ça dépend. Il y a des moments où ça m'éclate et des moments où je suis en PLS, en fait, je suis fatiguée, je vais au parc parce que j'ai envie qu'il s'amuse avec d'autres copains. Et d'avoir un parent où tu mets juste un message sur le groupe, je suis au parc, et de voir, en fait, par surprise, un autre parent débarquer. Et juste pendant 1 heure, tu souffles, en fait. Et ça fait tellement de bien de juste pouvoir se relayer, de discuter, de lever le voile, de dire les choses comme elles sont et de se rendre compte qu'en fait, les autres parents, ils vivent la même chose que nous, en fait. Hein. Ouais. Et ça, cette idée de communauté, par des petites choses comme ça, de juste créer un petit groupe de temps en temps, ça peut... Mais aussi, il faut réussir, du coup, à ne pas se juger entre soi. Parce que, ça aussi. Voilà, quand je demandais aussi à ces pères, est-ce qu'ils parlent de leur paternité quand l'enfant était né, il y en avait quand même pas mal qui me disaient... pas trop, parce qu'en fait, on est en train de se jauger aussi de « Ah, ton enfant, il dort pas. Ah, tant pis. Est-ce que tu fais ça ?» Et donc, il y a aussi ces soucis de ne pas parler pour se protéger. Et je pense que voilà, il y a aussi ces enjeux-là à décortiquer. Tout à fait. Donc, toi, tu parlais donc de ces modèles alternatifs. Et donc, il y a aussi des modèles où des monoparentalités choisies ou des parentalités collectives, des familles queer ou migrantes. Et en fait, qu'est-ce qu'elles nous montrent, en fait, toutes ces parentalités ? Elle nous montre des horizons possibles extrêmement larges, ce soit aussi par les appellations. Par exemple, je trouve ça intéressant quand on parle des couples lesbiens, toutes ces craintes qu'on a d'avoir plein de personnes autour de l'enfant et que l'enfant ne soit pas capable de décider de qui est qui a quel rôle. En fait, c'est des modèles qui nous montrent à quel point les enfants ils ont une intelligence pour resituer toute cette cosmologie parentale, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un père pour qu'il y ait un épanouissement, qu'il peut y avoir, et puis tenir des figures paternelles, il y en a toujours autour. Des figures masculines. Donc, c'est des espaces où on voit que les possibilités parentales sont extrêmement larges et que je pense qu'on a une intelligence pour pouvoir slalomer entre différentes situations de vie Parce que tu et dis s'inventer. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas forcément 2 parents. Il faut plusieurs adultes, finalement. Il faudrait peut-être plusieurs adultes autour d'un enfant pour pouvoir... et que tout le monde soit heureux et s'épanouisse, finalement. Et s'aimer. Et puis, Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose ? Écoute, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses, mais en tout cas, c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi et puis de faire le lien aussi avec nos expériences personnelles. C'était chouette. Ouais, je suis très contente. Mais merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir. Je suis en fait hyper fière d'avoir pu produire cet épisode qui est d'utilité publique, d'avoir pu avoir ton point de vue, toutes tes études, de aussi m'être sentie assez à l'aise pour poser des questions, pas très claires, mais en tout cas de pouvoir oser m'interroger en fait et de pouvoir en discuter avec toi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta confiance. Merci, et Axel. Bravo pour tout le travail que tu as déjà fait et je te souhaite tellement de succès dans ta vie et beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour.
Et donc que tes auditeurs, auditrices achètent le livre le 22 octobre quand il sortira. Bien sûr, évidemment, achetez le livre. Tu peux dire la maison d'édition peut-être ? C'est la maison d'édition Textuelle. Textuelle. Il sera disponible en librairie assez facilement. Je pense qu'il se commande très facilement aussi. Je ferai des stories, on fera des posts, Très on bien. va en parler longuement. Voilà. Merci Marine. Merci Axel. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez plus une seconde à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préf. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et je tiens à remercier une fois de plus Sparren de soutenir Planète Daron. C'est aussi grâce à eux que cet épisode existe. C'est à consommer sans modération, alors profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Axe.